Bonjour à tous, je suis heureux d'accueillir aujourd'hui dans ce séminaire Olivier Christin. Olivier Christin est actuellement professeur à l'Université de Neuchâtel, en même temps que directeur d'études à l'École pratique des hautes études dans la section des études religieuses. Il a eu aussi une longue carrière universitaire en France, puisqu'il a notamment été président de l'Université de Lyon 2, l'Université Lumière, à la fin des années 2000. Si j'ai invité aujourd'hui Olivier Christin, c'est que le travail qu'il a fait sur l'histoire du vote et l'histoire des élections s'est enraciné dans une compétence et une érudition immense à propos sur le thème au XVIe au XVIIe siècle des conflits religieux et des guerres de religion. Travail qui a notamment débouché il y a une dizaine d'années sur un livre qui s'appelle « La paix de religion » et qui montre bien comment ce sont les conditions de gestion des conflits religieux qui ont été à l'origine de bien des innovations politiques et qui ont mené vers une forme d'autonomisation de la raison politique à cette époque. Et à ce propos, il avait commencé à explorer justement les termes dans lesquels le vote majoritaire avait été utilisé comme un instrument de gestion des conflits et comme un instrument de réduction de ces conflits par l'organisation de formes de consensus. Et donc un usage du vote qui était tout à fait distant de l'expression d'un droit individuel, bien sûr. Et il a poursuivi cette réflexion sur la naissance du principe de majorité en s'intéressant à tout un ensemble de cas d'utilisation du vote dans cette gestion des conflits, dans cette gestion des dissensus de différentes catégories. Et je vous renvoie notamment à deux articles qui ont été publiés relativement récemment. Un article qui a été publié dans les Actes de la recherche en sciences sociales qui a pour titre « À quoi sert de voter au XVIe et au XVIIIe siècle ?» qui montre bien quels sont les usages du vote autres que l'expression justement d'une volonté ou d'un point de vue individuel. Et second article, c'est un article qui a été publié dans la revue Constellations en anglais sur la double histoire du vote et sur un certain nombre d'exemples pris dans des votes d'Ancien Régime avec des choses très précises, notamment par exemple un exemple très intéressant à l'Université de Paris, un vote pour savoir qui devait représenter la nation France dans l'élection d'un recteur. On voit bien là que le vote correspond à des formes de vie sociale, à des formes de gestion, je dirais, d'une communauté qui n'ont rien à voir avec notre vision du vote comme expression d'une opinion et comme formation d'une majorité numérique, disons. Et donc, l'exposé qu'il va nous proposer aujourd'hui va être de revenir sur un certain nombre de ces travaux, mais en les inscrivant, je dirais, dans une perspective plus longue de ce qui a été justement le vote de majorité, et en commençant par ce qui était dans l'histoire du vote de majorité décisif, à savoir les élections, les formes d'élections dans un certain nombre d'organismes religieux, qu'il s'agisse de l'élection des papes, l'élection des évêques ou l'élection des prieurs dans un certain nombre de communautés religieuses dès le début du XIIe siècle. Et il est d'ailleurs remarquable que lorsqu'on regarde le dictionnaire de théologie catholique, les articles consacrés à l'élection des évêques ou à l'élection des papes font chacun près d'une cinquantaine de pages. C'est dire que c'était considéré comme des sujets véritablement décisifs. Ça n'était pas quelque chose de mineur. Et dans la littérature des pères de l'Église, d'ailleurs, on trouve énormément de documentation sur ces formes très anciennes d'élection des évêques. Donc, la démarche de ce séminaire est passée par Rome. Ensuite, l'histoire du tirage au sort a mêlé aussi des éléments d'histoire et des éléments de théorie.
Et là, nous abordons cet autre aspect qui est fondamental et que l'histoire contribue aussi à éclairer de façon, je pense, absolument unique, c'est le sens et les usages de ce principe majoritaire. Et aujourd'hui, cette question de la majorité, elle est décisive dans nos sociétés, mais je pense que comprendre ce qu'a été l'histoire du principe majoritaire permet de comprendre aussi pourquoi la résistance à ce principe majoritaire a été aussi forte dans les démocraties du XIXe siècle après l'obtention du suffrage universel. Donc ce détour n'est pas simplement un détour historique, c'est aussi nous donner des outils pour mieux recomprendre l'histoire relativement récente des démocraties et peut-être aussi un certain nombre de ces interrogations et de ces problèmes d'aujourd'hui. Donc je suis très heureux de céder la parole à Olivier Christin. Merci beaucoup de votre invitation. Et je voudrais commencer d'emblée par une citation que vous reconnaîtrez. « Un homme, une voix ». C'est par le rappel de ce principe essentiel, à nos yeux, condition première de la démocratie, que Pierre Rosanvallon ouvrait le Sacre du citoyen, c'est la première phrase du Sacre du citoyen, son histoire du suffrage universel en France. Cette équation, un homme, une voix, cette équation apparemment simple et qui continuera, hors de France, de constituer l'expression la plus nette et la plus entière de nombreuses revendications politiques pour une société plus juste, une société plus équitable ou plus démocratique, n'a pourtant rien, historiquement, rien d'une évidence. Il a fallu des siècles de lutte, théorique et pratique, des siècles de réflexion et de travail des sociétés européennes sur elles-mêmes, pour qu'il s'impose, enfin, sur les anciennes représentations organiques ou organicistes et hiérarchiques du monde, apportant avec lui une conception radicalement neuve de la politique et des droits du citoyen dans l'expression de la volonté collective, et probablement apportant avec lui aussi une nouvelle manière de penser le monde social. Je voudrais aujourd'hui retracer l'un des aspects ou l'un des à-côtés de ce basculement des sociétés européennes de l'époque moderne, c'est-à-dire entre la Renaissance et les Lumières. Je montrerai un tout petit peu en amont de la Renaissance, parlant de la fin du Moyen-Âge, ce basculement dans l'individualisme démocratique et avec lui dans l'élargissement des prérogatives citoyennes à des parts toujours plus larges de la population, en prenant un point d'entrée, peut-être modeste, peut-être par moments un peu austère. J'ai essayé de prendre des exemples parlants et amusants, mais il y a quelques exemples un peu de droit canon, un tout petit peu austères. Peut-être illusoire en raison des pièges lexicaux, où on appelle élection au XVIe siècle, quelque chose qui est très loin de ce qu'on entend par élection aujourd'hui. Je voudrais prendre donc ce point d'entrée, un peu austère, mais qui me semble susceptible de porter au jour quelques-unes des conditions sociologiques, de possibilités, de mise en œuvre de l'idée philosophique d'égalité politique. Ce point d'entrée, c'est l'histoire des procédures et des théories électorales, et plus précisément l'histoire des progrès lents, contrariés, discutés, paradoxaux de la décision majoritaire. Puisque la décision majoritaire suppose bien, elle aussi, sauf exception, par exemple le vote plural, mais sauf exception, la décision majoritaire suppose bien qu'un homme égale une voix, et en tout cas que toutes les voix se valent, qu'on peut les additionner, les retrancher, les comparer, et tirer de ces opérations d'agrégation quelque chose comme l'expression de la volonté collective, en agrégeant des dizaines ou des milliers ou des centaines de voix individuelles qui se valent, on peut dégager une volonté collective. Puisque la décision majoritaire tient en effet que, ou suppose en effet, ou préjuge en effet, que la partie la plus importante, vaut pour le tout, et qu'il suffit d'identifier ce que sont les préférences de cette partie, la plus grande partie, pour connaître la volonté générale. C'est le principe, un résumé très rapide. En 1915, donc je procéderai en 3 temps, une espèce de rappel historique sur le retour de la règle majoritaire, les conditions de ce retour et les limites de ce retour. Il ne faut pas imaginer un triomphe de la règle majoritaire dès le XIIIe siècle impeccable. Donc j'essaierai de dessiner les limites. Puis ensuite, je prendrai 4 affaires, 4 cas, 4 disputes ou 4 procès, plus ou moins imaginaires, autour de qu'est-ce que c'est qu'une majorité. Et je parlerai enfin du XVIe, XVIIIe siècle avec certaines innovations. Et on verra dans quel sens elles pointent. En 1915, dans un texte qui reste aujourd'hui encore une référence obligée des études sur le principe majoritaire, Otto von Guercke, un juriste allemand très important, constatait le triomphe universel du principe majoritaire.
dans une chronologie au fond assez proche de celle du suffrage universel. Donc je cite Otto von Guercke, 1915, « Partout s'impose, comme expression de la volonté collective, ce que la majorité veut. » Nous savons désormais que ce triomphe a été éphémère et que les transformations du monde contemporaines et des représentations du monde, par exemple à travers la globalisation et l'essor des demandes de reconnaissance, ont rendu moins acceptables, parfois inacceptables, les effets spécifiques de la décision majoritaire, qui réduit la minorité ou les minorités, soit à l'obéissance, soit à l'impuissance, soit au silence, soit à l'invisibilité dans certains cas, comme on le voit dans certaines critiques ou certaines revendications aujourd'hui, par exemple sur la proportionnelle ou sur la mesure de l'intensité des préférences et pas simplement la mesure des choix. Il n'en reste pas moins que l'affirmation lapidaire de Guercke en 1915, « Partout triomphe la règle majoritaire », pointait bien un changement décisif dans l'histoire de l'Occident, ou plus exactement l'aboutissement d'un long processus entamé, disait Guercke, au cours du Moyen-Âge central. Donc en 1915, on aboutit à ce triomphe universel de la règle majoritaire, un processus qui a commencé dans le Moyen-Âge central, autour des XIIe, XIIIe siècles. Siècle qui voit la résurgence du principe majoritaire après une longue éclipse commencée avec la fin de la République romaine et le moment du Principat. Peu à peu, dans le droit canon comme dans le droit civil, et dans des institutions aussi différentes que le conclave, chargé d'élire les souverains pontifes, ou les ordres religieux, ou les chapitres cathédraux, chargés d'élire les évêques, ou les communes, ou les diètes d'empire, l'idée qu'il n'était pas, sous certaines conditions, illégitime de conférer à une partie seulement d'un collège électoral, la plus importante, le droit de décider pour la totalité de celui-ci et d'engager dans son choix ou sa décision l'ensemble des membres qu'il composait, s'impose ou progresse. Les penseurs médiévaux, des souverains pontifes comme Innocent III, dans une décrétale célèbre de 1199 à propos de l'élection de l'évêque de Capoue, un cas minuscule mais qui va avoir une importance considérable, des souverains aussi, redonnent ainsi vie à d'antiques maximes du droit romain, empruntées par exemple à Ulpien, ou détournent certaines maximes traditionnelles du droit romain de leur champ d'application d'origine pour les faire servir à d'autres fins, comme dans la célèbre formule qui a peut-être été déjà mentionnée dans le séminaire, QOT, qui est l'abréviation de la formule latine pour « ce qui concerne tout le monde doit être décidé par tout le monde ». Une maxime qui valait pour le droit des tutelles essentiellement, pour du droit privé, et qui va finir par servir et dans le droit canon et dans le droit civil. Et qui va finir par servir de fondement à la théorie du consentement nécessaire de tous ceux sur lesquels s'exerce un pouvoir. Tout pouvoir ne peut s'exercer de manière légitime qu'à la condition que ceux sur qui il s'exerce consentent en partie à ce pouvoir. Donc ça servira beaucoup, par exemple, pour la justification des politiques fiscales, des impôts. Il faut consentir à l'impôt pour que l'impôt soit légitime, à partir de cette maxime QOT. Donc autour de 1200, un peu avant avec le canon 24 du Concile de Latran IV, un peu après pour les réflexions d'un Teutonicus sur les vertus du grand nombre. Il dit « la vérité se dévoile mieux à un grand nombre qu'à une seule personne ». Donc autour de 1200, la cause semble entendue. La règle majoritaire gagne à elle de nouveaux domaines d'application et quelques-unes des institutions les plus importantes de la société médiévale, les universités, les communes, les confréries ou encore les métiers, les corporations, pour le dire vite, vont bien s'édifier sur les fondations juridiques qui sont les siennes, celles de la règle majoritaire. Et plus précisément, on ne peut pas penser ces institutions médiévales sans la règle majoritaire. Et plus précisément sur la notion de persona ficta, de personnes fictives ou de personnes collectives, dont la volonté ne se réduit pas à la somme des volontés individuelles des membres qui les composent. En gros, c'est précisément cette reconnaissance des intérêts ou de la volonté propre de la personne collective, l'université ou la corporation, qui permet de se passer de l'assentiment de tous et de chacun de ses membres et de s'affranchir donc de l'exigence d'unanimité. Puisque l'institution a une volonté propre, on n'a pas besoin d'avoir l'assentiment de tous les membres qui la composent, il suffit du vote majoritaire, on peut se libérer de l'unanimité. Cette renaissance du principe majoritaire, après une éclipse très longue, donc presque millénaire, ne se fait toutefois ni sans ambiguïté, ni sans obstacle. L'idéal d'unanimité, d'unanimitas, ne pouvait disparaître, qu'il avait emporté donc pendant des siècles, ne pouvait disparaître d'un coup
dans des sociétés peu différenciées, obsédées par leur propre survie et par la peur des schismes et des guerres civiles. Et longtemps, la décision ou le choix unanime restèrent des modèles, les modèles jugés les plus désirables et les plus rassurants. Ce fut notamment le cas dans l'Église, très longtemps, même après l'adoption du principe de l'élection à la majorité des voix des souverains pontifes. Malgré tout, l'idéal, le meilleur modèle reste l'unanimité, parce que l'unanimité est perçue comme la condition et comme l'image de l'unité de la foi. La règle majoritaire fait courir le risque d'un schisme, d'une dissension, d'une division. Ce que les canonistes appellent le vote ou l'élection par inspiration, l'élection par inspiration, c'est l'opposé de l'élection par scrutin ou par suffrage. L'élection par inspiration, c'est-à-dire lorsque toutes les voix se portent sur le même candidat, sans intrigue, sans marchandage, sans corruption, sans débat, un peu comme dans la jolie scène initiale du film de Nanni Moretti, Habemus Papam, où on a un peu un exemple d'élection par inspiration, brusquement, tous les cardinaux pensent la même chose au même moment. Cet idéal d'élection par inspiration continue à jouir du plus grand prestige parmi les formes de décision possibles reconnues par Latran IV. Et cet idéal de l'élection unanime, inspiré par l'Esprit Saint, reste l'exemple même de la bonne décision dans laquelle, au fond, les hommes ne font que reconnaître celui que Dieu a choisi, l'élu du Seigneur. Élire, c'est reconnaître l'élu de Dieu, et ce n'est pas autre chose. Et je voudrais montrer deux images. Voilà, donc c'était cette partie sur le retour de la règle majoritaire. Là, c'est une illustration, je suis désolé de la qualité médiocre de ces gravures. Donc, c'est une illustration, une gravure qui représente le conclave de 1605. Et donc, en bas, vous avez la place Saint-Pierre et puis le déplacement de la procession qui amène les cardinaux, comme dans Habemus Papam, qui amène les cardinaux vers le lieu du conclave. Au-dessus, vous avez dans la zone intermédiaire en haut, vous avez une représentation des lieux du conclave avec les cellules attribuées aux différents cardinaux, puisque le conclave est fermé, les cardinaux ne doivent pas pouvoir s'échapper. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que nous avons tout en haut, au milieu à peu près de la gravure, c'est la représentation de la colombe du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui doit guider les cardinaux dans le vote. C'est l'Esprit Saint qui inspirera finalement le choix, parce que la meilleure élection, c'est une Pentecôte, c'est reconnaître la volonté de Dieu. Même chose dans cette gravure encore plus mauvaise pour le conclave de 1704, où nous avons tout en haut, aussi au milieu, au-dessus de la représentation du plan du conclave, tout en haut au milieu, dans un halo, dans un nimbe, vous avez la représentation dans le nimbe de la colombe du Saint-Esprit. Et donc pour les juristes du Moyen-Âge, pour les spécialistes de la théologie des élections au Moyen-Âge, j'ai énormément traité des élections, il faut conjurer les périls inhérents à cet abandon progressif de l'unanimitas. Comment faire lorsque les élections ne sont plus unanimes? Et donc, ils vont travailler à fonder en droit quelques-unes des garanties qui doivent, à leurs yeux, conférer à la décision d'une partie seulement d'un corps ou d'une compagnie la même dignité, la même légitimité, surtout la même force que la décision unanime. Comment faire pour qu'une décision majoritaire n'apparaisse pas comme une décision par défaut, un pis-aller ou une chose médiocre? Et de leurs travaux, il me semble possible de ne retenir que 3 réflexions aujourd'hui, qu'on va retrouver durablement au travail jusqu'à l'aube des révolutions du XVIIIe siècle. Première réflexion des juristes médiévaux et des théologiens, c'est d'abord la question de l'intégration ou de la soumission de la minorité. C'est bien d'avoir une décision majoritaire, c'est possible, c'est reconnu comme légitime, encore faut-il que la minorité suive la décision de la majorité. La règle majoritaire recèle en effet un risque, celui de voir la minorité ne pas accepter sa défaite ou ne pas appliquer la décision prise par la majorité au nom de tous. Le risque n'a rien de théorique au Moyen-Âge, comme l'illustre l'histoire des schismes médiévaux et par exemple des élections d'antipapes, ou comme l'illustre aussi les querelles qui émaillent les élections épiscopales. À la veille du Concordat de Bologne en France, autour de 1490-1500, les cas de double élection d'évêques ou de triple élection d'évêques portant leurs affaires devant des tribunaux ne sont absolument pas chose rare, c'est une chose très commune. Les électeurs placés en situation de minorité n'hésitent pas, dans le cas de l'élection de souverain pontife ou d'évêque, à élire un antipape ou un anti-évêque. Du coup, les juristes du Moyen-Âge vont s'évertuer à théoriser, sans grande précision, vous le verrez,
ce que Otto von Guercke, dans son grand article de 1915, appelle le Folgepflicht, le droit, l'obligation de suivre la décision, le devoir de ralliement de la minorité à la majorité. Et ils vont essayer donc d'en dessiner quelques modalités pratiques. Comment ça peut marcher le Folgepflicht? Par exemple, dans une procédure curieuse, quand on regarde les différentes formes que l'on peut adopter pour l'élection d'un souverain pontife, il y a une forme qui apparaît tout le temps dans les traités de droit canon, c'est ce qu'on appelle l'accès. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'accès, c'est la procédure qui permet à des électeurs, aujourd'hui elle nous paraîtrait d'un cynisme incroyable, il faut le remettre dans le contexte de l'unanimitas. Aujourd'hui elle nous paraîtrait une théorisation des girouettes politiques ou des convertis de la dernière heure. Elle permet à des électeurs qui auraient porté leur voix sur un candidat battu de revenir sur leur choix sans qu'il soit nécessaire de recommencer l'élection, et donc de rejoindre le camp des vainqueurs. C'est une manière de retrouver, derrière une procédure majoritaire, tel souverain pontife a été élu à 2/3 des voix, on ne peut pas avoir moins de 2/3 des voix, ceux qui se trouvent dans la minorité reprennent leur bulletin, le corrigent et reconstituent donc une forme de vote unanime. Ce n'est pas un vote par inspiration, il y a quand même eu scrutin, suffrage, bulletin secret, mais on retrouve l'unanimité. Et les bulletins de vote, alors je suis désolé de la qualité du document que j'ai photographié en fraude sur mes genoux dans une bibliothèque où on n'avait pas le droit de prendre de photos. Voilà, j'avoue. Donc vous avez un bulletin théorique dans un ouvrage français du XVIIe siècle disant « voilà le genre de bulletin qu'on utilise ». Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a écrit, donc moi, cardinal, je donne mon suffrage comme souverain pontife à telle personne, mais c'est surtout le fait que le bulletin est divisé en zones horizontales. Ça permettait de le plier. Le but était de le plier un peu sous la forme d'un ticket de métro, très petit. Et du coup, là où le cardinal mettait son nom et son choix, restait totalement caché. Et si les cardinaux décidaient de revenir sur leur choix initial, ils pouvaient récupérer le bulletin en repérant au dos, dans une des pliures, un monogramme ou une marque ou un signe secret qu'ils sont seuls à connaître. Donc on peut savoir qu'ils peuvent reprendre leur bulletin initial, rejoindre le camp des vainqueurs, sans que personne ne sache qu'est-ce qu'ils ont voté au premier tour. Donc voilà une possibilité d'endiguer les effets de la décision majoritaire et du risque de schisme, c'est de permettre l'accès, c'est-à-dire de reconstituer un vote unanime une fois qu'on a eu un vote majoritaire et que les camps se sont partagés. Deuxième possibilité, ou deuxième travail des juristes du Moyen-Âge, c'est le souci de concilier et de réconcilier dans un exercice évidemment impossible qui va marquer durablement l'histoire de la décision majoritaire en Occident, de concilier la loi du nombre, c'est le principe de la décision majoritaire, la plus grande partie l'emporte, mais tout à l'heure j'ai dit la plus importante, parce qu'on va essayer de concilier la loi du nombre et la prise en considération de l'inégale qualité des électeurs et des élus. Comme si la reconnaissance du nombre comme seul fondement légitime de la décision ne pouvait, dans une société médiévale si fortement hiérarchisée par les distinctions d'ordre, de rang, de naissance, n'être acceptable qu'à la condition de ne pas abolir toute distinction de personne. Et donc, comme si la décision majoritaire, qui considère normalement que toutes les voix sont équivalentes, ne pouvait progresser qu'en adoptant une forme ou une rhétorique socialement possible, socialement admissible, l'idée de seniorité. La partie la plus importante, ce n'est pas forcément la plus nombreuse, c'est la plus saine, c'est la meilleure, c'est la senior pars. Tout en considérant, donc comme Jean Johannes Teutonicus, dans une célèbre maxime du XIIIe siècle, que la vérité se découvre mieux au grand nombre qu'à un seul, l'immense majorité des auteurs du Moyen-Âge recourent ainsi, dans leur justification même de la règle majoritaire, à des formulations ambiguës qui nous semblent contradictoires et qui vont donner lieu à des procès, à des discussions qui sont le bonheur de l'historien d'aujourd'hui. Le canon 24 du Concile de Latran IV, prévoit ainsi l'élection des souverains pontifes par la maior et senior pars, par le plus grand nombre et la plus saine partie. Il n'y a pas d'opposition entre le plus grand nombre et la plus saine partie. Le texte le dit clairement, c'est maior et seniors, pas maior vel seniors, pas le plus grand nombre et la plus grande partie et la plus saine partie, pas la plus grande ou la plus saine. Mais du coup, ce canon du Concile de Latran IV laisse subsister une béance immense dans la détermination des conditions qui font l'élection légitime. Que faire si la plus saine partie n'est pas la plus nombreuse ?
Et comment déterminer ce qui fait la seniorité? Comment on détermine que ça, c'est la plus saine partie d'un groupe? La qualité des plus sains, elle se mesure comment? En un mot, comment compter les voix pour la décision majoritaire et peser les voix pour la décision de seniorité? Et quelle échelle donner à l'opération de peser? Les textes ont beau multiplier les définitions de ce que c'est qu'un candidat idoine, le bon candidat, c'est quoi? Alors, il doit avoir du zèle, de bonnes mœurs, de la science, mais personne n'est d'accord sur la pondération de ces différentes qualités. Un âge minimal, mais il y a des dispenses très facilement accordées. Ils ont beau faire des classements des critères de seniorité, jamais les auteurs ne s'accordent pleinement, et la question de la seniorité restera ouverte comme impossible, toujours utilisable par ceux qui entendent contester telle ou telle élection. Même une élection prise à une majorité importante peut être contestée au nom de la seniorité. Puis la dernière opération des juristes du Moyen-Âge, indispensable au réveil de la décision majoritaire, réside évidemment dans la stabilisation et dans la fermeture des collèges électoraux. Ce n'est qu'à partir du moment où on sait précisément qui peut voter, qui doit prendre part à un vote, par exemple pour l'élection des souverains pontifes ou d'un évêque ou de l'empereur, qu'il devient possible d'instaurer un seuil de majorité, une règle majoritaire. Si on ne sait pas quel est le collège électoral, l'ampleur du collège électoral, on ne peut pas dire que le seuil de majorité est à tant de voix. Il faut qu'on sache à peu près qui vote ou pas. Et en ce sens, les progrès de la décision majoritaire, à partir du XIIe, XIIIe siècle, ne sont pas tout à fait séparables d'un processus de recul des assemblées générales ou des assemblées populaires, qui élisaient les souverains germaniques, par exemple, ou les papes, et un processus d'institutionnalisation des pouvoirs, désormais capable d'arrêter plus précisément les limites de la participation aux décisions. Donc la décision majoritaire progresse justement en privant une partie des assemblées populaires et en délimitant les institutions qui se réservent le droit de décider. Pour l'instant donc, en cet automne du Moyen-Âge, où prennent forme quelques-unes des institutions corporatives que l'on connaît, les universités, etc., les progrès de la décision majoritaire ne sont nullement synonymes d'une démocratisation des sociétés. Si plus tard ils donneront une partie de sa force au principe « un homme, une voix » et toute sa puissance, malgré l'immense inégalité des conditions, pour l'instant, il n'en est rien. Et cette participation à première vue équitable de chacun à la décision de tous doit être jugée pour ce qu'elle est, la condition d'une institutionnalisation des pouvoirs et d'un recul des anciennes assemblées populaires, encore attestées dans l'élection des pontifes ou des évêques ou des rois germaniques, et non pour ce que nous aimerions qu'elle soit, la première lueur d'une modernisation, d'une démocratisation des sociétés. Et donc, contrairement à ce qu'avance une partie de l'historiographie traditionnelle, par exemple dans quelques grands dictionnaires du vote, où il y a des articles sur majorité ou sur Moyen-Âge, etc., qui ne coïncident pas complètement si on les regarde dans le détail, qui sont très savants et très très utiles. Mais il me semble qu'on peut dire, malgré tout, que cette renaissance de la décision majoritaire, et avec elle ce reflux de l'exigence d'unanimité, ne conduisent pas d'un coup de la vieille société organique, organiciste, pensée comme un tout solidaire, un corps vivant, à la société moderne dans laquelle les individus contractent librement entre eux des formes d'association, universités, métiers, confréries, etc. Et pour le dire avec un vocabulaire emprunté à Tönnies, la décision majoritaire ne conduit pas d'un coup de la Gemeinschaft à la Gesellschaft, à ce moment-là du Moyen-Âge. Dans les nouvelles formes de décision collective qui prennent leur essor à la fin du Moyen-Âge, la décision majoritaire, les individus, en effet, ne sont pas libres de participer ou non aux décisions, de donner ou non leur voix, de s'abstenir ou de s'absenter des votes, ou de voter blanc ou nul. Ils ne sont absolument pas libres de ça. Lorsqu'on est membre d'un collège électoral, on est obligé d'être présent et obligé de voter. Les règlements, par exemple, du conclave ou de certains métiers urbains ou de certaines communes ou de certaines confréries prévoient explicitement ou tout simplement que les membres qui n'exerceraient pas leur droit de vote le perdraient ipso facto et s'excluraient du coup de l'institution comme membres pleno iure. Voilà, ils sortent de fait de l'institution. Voter, c'est avant tout, à ce moment-là, prendre part à la formation de la volonté collective d'un corps, d'une compagnie, dans une société qui se pense justement comme une pyramide complexe de corps, de compagnies, de corporations. Voter, c'est permettre à ce corps de parler d'une voix, c'est permettre à ce corps de faire corps et d'agir comme tel, par exemple en justice, par-delà les divergences qui peuvent exister entre ses membres et les membres qui le composent. C'est cela, bien davantage, qu'exercer librement un droit individuel et qu'agir en sujet politique. C'est faire corps et aider un corps à faire corps. Ce n'est au fond
qu'au cours de l'époque moderne, avec le double défi de la réforme protestante et de l'essor des théories du droit naturel, que la question du lien entre décision majoritaire, individualisme politique et transformation du monde social se pose dans des termes nouveaux qui seront en partie ceux des expériences démocratiques du XVIIIe, XIXe siècle. Et c'est en fait cet apport spécifique de l'époque moderne à la formation des pratiques de la décision politique, dans une époque moderne assez largement ignorée par l'historiographie, parce que l'historiographie tient l'Ancien Régime pour une période de recul du républicanisme, de recul des anciennes assemblées, de recul des libertés, de triomphe de l'absolutisme, de confiscation, d'oligarchisation des pouvoirs. C'est cet apport des sociétés de l'Ancien Régime que je souhaite examiner aujourd'hui. Et pour cela, il me semble un temps nécessaire de rompre avec l'histoire du droit à la Otto von Guercke, que j'ai beaucoup utilisée jusqu'à maintenant, conçue comme une histoire des textes qui dégagerait successivement les grands principes de la règle majoritaire, pour m'engager sur le chemin un peu plus tortueux de l'anthropologie historique des pratiques politiques, c'est-à-dire tout simplement de regarder ce que font les acteurs en situation de décision collective concrète lorsqu'il y a un problème à régler, et de regarder qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que tout indique qu'au XVIIIe siècle encore, à la veille des révolutions américaines et françaises, et à la veille des réflexions célèbres de Condorcet ou de Borda sur les effets et les travers des différents modes de décision, la méthode Condorcet est connue sur les paradoxes de la décision majoritaire, qui font que nous pouvons préférer A à B, B à C, et quand même C à A. Et Borda répond, il y a une controverse sur la mesure de l'intensité des préférences, c'est-à-dire les classements, et pas de choisir ou A ou B ou C, mais de classer 1, A, 2, B, 3. Des méthodes qu'on emploie, par exemple, dans les universités pour classer les candidats à un poste, en pondérant les classements. Tout indique qu'à la veille des réflexions de Borda et de Condorcet, la règle majoritaire est loin de s'imposer sur tous et partout comme une évidence, comme une méthode permettant d'extraire facilement la volonté générale de la diversité des préférences individuelles. Elle est loin de s'imposer partout comme un principe de justice, comme un principe d'ajustement entre choix individuels et biens communs. Et donc je vais en prendre 4 exemples français, pris volontairement dans des institutions que tout sépare a priori, pour illustrer l'ampleur des incertitudes au sujet de la décision majoritaire, des incertitudes qui subsistent, au sujet de ce qu'est une majorité, ce qui la constitue, ce que sont ses droits. Parce qu'au fond, à la question « qu'est-ce qu'une majorité ?», je ne suis pas tout à fait sûr que les hommes du XVIIe ou de la première moitié du XVIIIe siècle auraient eu une réponse claire et auraient eu en tout cas une réponse qui nous convienne et qui nous semble à peu près logique. Donc 4 affaires, je m'excuse auprès du professeur Rosanvallon, il y en a 2 que vous connaissez déjà, que j'ai déjà utilisées, notamment une affaire universitaire, parce qu'elle me paraît encore d'actualité dans certaines universités aujourd'hui, et mes 2 nouvelles. La première concerne l'ordre de Cîteaux. L'ordre de Cîteaux qui a maintenu le privilège d'élire ses abbés généraux. Or, l'ordre va être déchiré tout au long de la première partie du XVIIe siècle par de violentes querelles internes qui opposent d'un côté les observants, donc je ferai un petit schéma et je représenterai les observants par un rond pour O, les observants, partisans d'une réforme de l'ordre, d'un retour à une règle plus stricte, conformément aux demandes du Concile de Trente, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, et de l'autre, les conventuels, qui sont décidés à conserver un mode de vie consacré, un mode de vie religieuse, qui était celui qui était en vigueur lorsqu'ils ont prêté leurs vœux, lorsqu'ils sont rentrés dans les ordres. Ils ne voient pas pourquoi on changerait en cours de route. Ils ont des arguments très, très solides de part et d'autre. Les querelles ne s'épuisent que lentement, elles durent toute la première moitié du XVIIe siècle, avec intervention du Conseil du roi, intervention du cardinal de Richelieu, etc. Mais la possibilité, à un moment, d'adopter une procédure accélérée, simplifiée pour élire l'abbé général, va remettre le feu aux poudres. Cette procédure simplifiée prévoit que, à la place des assemblées de Cîteaux, l'assemblée des membres de l'ordre de Cîteaux, on pourrait confier l'élection à ce qu'on appelle le définitoire. Donc le définitoire, c'est le petit comité, le bureau restreint de 25 personnes qui regroupe les représentants des 5 filles de Cîteaux. Cîteaux et les 5 filiations tirées qui sont issues de Cîteaux. Donc ça serait 5 fois 5 personnes, 25 personnes qui pourraient prendre la décision pour l'élection de l'abbé général. Donc le définitoire regroupe les représentants des 5 filiations de Cîteaux, 5 filles ou 5 lignages, donc 25 personnes au total, qu'on appelle les définiteurs. Dès lors, tout peut changer, et on dirait une illustration parfaite des travaux de Jan Elster sur vote par corps ou vote par tête. Tout peut changer si l'on adopte le vote par tête ou le vote par filiation.
et un long traité français de 1683 va se lancer dans une diatribe contre une procédure, je cite, « si absurde qu'avec la peine qu'on a de la concevoir, il s'en suivrait, si elle avait lieu, que 9 voix l'emporteraient sur 16. » Comment faire? Eh bien, voilà l'exemple qu'il donne. Donc, il y a les 5 filiations que j'ai présentées de manière horizontale. Et on va répartir les voix dans les 5 filiations. Les observants sont majoritaires, ils sont 16. Les conventuels en C ne sont que 9. Il n'y a que 3 C. On va répartir les conventuels dans les 3 premières filiations en les mettant à chaque fois 3, 3, 3, face à 2 observants, 2 observants, 2 observants. Et puis on va stocker, si vous me permettez l'expression, stocker dans les 2 dernières filiations en bas tous les autres observants. On va voter par tête. Dans la première filiation, c'est les C qui l'emportent, 3 contre 2, 3 contre 2, 3 contre 2. Et en bas, il y a une majorité de haut qui l'emporte, c'est à l'unanimité. Finalement, après, on fait voter par ordre, par filiation, et on obtient une majorité de 3 filiations conventuelles contre 2. 9 voix l'emportent contre 16. 9 voix l'emportent contre 16. Donc voilà un exemple, qui n'est pas un exemple théorique, qui est donné dans des controverses de la fin du XVIIe siècle à propos de Cîteaux. Vote par corps, vote par filiation ou vote par tête, avec les effets de bascule très forts dans les résultats que vous avez ici. La deuxième affaire est virtuelle. Donc voilà la première affaire. Deuxième affaire, une affaire virtuelle. Elle est inventée de toutes pièces pour les causes de la démonstration par l'auteur d'un livre interminable, une immense somme sur le droit canon, paru à l'extrême fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. J'ai dû parcourir les 800 pages avant de trouver cet exemple. C'était un peu long à la fin. Mais l'exemple est merveilleux. Il énumère les conditions nécessaires à la régularité ou à la canonicité d'une élection. Et à ce moment-là, l'auteur souligne que normalement, une élection canonique, je cite, doit être faite à la pluralité des voix des électeurs. Mais tout de suite, il ajoute dans la même phrase que ce n'est pas chose simple de déterminer ce qu'il faut entendre par là. Ce n'est pas facile de dire ce que c'est que la pluralité ou la majorité. Et de dire, je le cite à nouveau, quelle est véritablement la plus grande partie d'un chapitre lorsqu'on procède à une élection. A priori, dans un chapitre de 12 personnes, ça ne paraît pas très compliqué de trouver quelle est la plus grande partie. Eh bien, si. Et il donne cet exemple-là. Il va inventer un cas imaginaire, celui du chapitre cathédral de l'église de Saint-Sauveur de N. Les chanoines sont au nombre de 12. Ils vont décider de procéder par scrutin, ils vont choisir comme scrutateur, c'est-à-dire la personne qui va entendre toutes les voix, ce que les autres lui disent, ils vont désigner Titus pour être scrutateur et dire qui aura reçu le plus grand nombre de voix. Les voix se répartissent comme ça, 6 voix pour le candidat W, 3 pour X, 2 pour Y, 1 pour Z. À première vue, W devrait être élu. Il a le plus grand nombre de voix. Mais l'auteur relève que non. Je le cite, « Ce n'était pas la plus grande partie du chapitre par comparaison au tout. Et il faudrait qu'il y en ait 7 ou 8 au moins, car dans ce type d'élection, il faut la plus grande partie des voix et suffrages par comparaison au tout, et non par rapport aux autres parties. » Ce cas d'école très simple et très révélateur, me semble-t-il, je reviendrai tout à l'heure sur sa portée, il est révélateur à la fois des choix lexicaux, il emploie pluralité au lieu de majorité, et ça c'est vraiment une chose courante dans tous les textes de l'époque moderne, on dit la pluralité des voix, pas la majorité. Ce qui pose un problème de seuil, il faut être plus, mais de combien il faut être plus? Ce n'est pas du tout la question de la voix décisive, la voix qui fait basculer. Il faut être plus, mais de combien, ce n'est pas très clair. Et cet exemple imaginaire me semble révélateur aussi dans le problème qu'il soulève, qui tient à la différence entre majorité absolue et majorité relative, qu'ils ont du mal à théoriser, avec l'emploi du terme pluralité qui contribue à la difficulté, puisqu'en effet, W n'a pas plus de voix que tous les autres réunis et qu'il n'a pas obtenu la voix décisive qui ferait la différence dans une véritable majorité. La troisième affaire est bien réelle, et elle éveillera donc sans doute quelques souvenirs parmi ceux d'entre vous qui connaissent le monde universitaire, les commissions de recrutement ou les comités de sélection, etc. Elle se situe à Paris au milieu des années 1740, lorsque 2 adversaires s'affrontent au sein de la faculté des arts de l'Université de Paris pour représenter la nation de France lors de l'élection du recteur. Et d'un côté, il y a un candidat qui s'appelle Poirier, qui est ancien procureur de la nation, et de l'autre côté, un certain Hamelin, beaucoup plus jeune, professeur de philosophie au collège de Mazarin. Un factum, c'est-à-dire un recueil de pièces juridiques pour servir à un procès, publié en 1744, en faveur du premier, de Poirier, souligne que Poirier a été 34 ans dans l'université. Il y a 34 ans qu'il est immatriculé dans l'université.
Il a été recteur, il a blanchi dans les travaux et les charges de sa profession, alors que son compétiteur n'a que 4 années de matricule, et il exerce depuis 6 mois seulement son métier de professeur. Pour l'auteur du factum, donc pas de problème, l'honneur de représenter la nation de France revient donc, je le cite encore, naturellement à Poirier, au nom de la bienséance et des privilèges de sa charge. Ses partisans vont donc répliquer longuement à Hamelin, parce que Hamelin, lui, invoquait, je cite, l'idée du droit d'élection, dont l'essence et le caractère sont de ne devoir être réglés que par la liberté et la pluralité des suffrages. Pour eux, dans cette élection, pour les partisans de Poirier, la liberté des suffrages n'est pas la liberté du XVIIIe siècle ou de la fin du XVIIIe siècle. La liberté des suffrages, c'est quoi? Je cite, « La liberté des suffrages consiste uniquement à examiner si le sujet qui se présente a les qualités requises pour être admis et à le rejeter s'il en est dépourvu. Il en est de même dans toutes les compagnies et les communautés où les membres sont appelés tour à tour aux premières places. Le rang d'ancienneté décide de l'élection, à moins qu'il n'y ait des motifs et des raisons d'exclusion contre l'aspirant. La liberté des électeurs consiste simplement à regarder s'il y a des motifs d'exclure quelqu'un qui est amené par l'ancienneté et par les cheveux blancs. » Donc on retrouve bien les deux principes de justice et de partage de la décision collective ici, distingués et pourtant associés par le canon 24 du Concile de Latran, en plein XVIIIe siècle. Ce qui fait la bonne élection, la justice d'une élection, n'est pas encore complètement tranché. D'un côté, Poirier et ses partisans, qui invoquent toujours l'idée de seniorité, ici adossée à l'ancienneté, au zèle, au service rendu à l'institution. De l'autre, Hamelin et ses partisans, que nous n'entendons qu'à travers la réfutation de leurs adversaires et qui fondent leur argumentation sur la seule logique du nombre. L'élection comme jugement de la seniorité, de la qualité de l'impétrant, peut continuer dans l'univers académique ou religieux, en tout cas, à être opposée à l'élection comme décompte des suffrages, élection au jugement, élection au suffrage, et à l'arithmétique des rapports de force. Et l'on ne peut ici que relever la perpétuation de cette relation ambiguë entre seniorité, jugement sur les élus et les électeurs, épreuve sociale et institutionnelle, d'un côté, et de l'autre côté, majorité, mesure des rapports de force, décompte, théoriquement indifférent aux propriétés des agents, dans d'innombrables mises en œuvre pratiques. Et on pourrait, je pensais donner un exemple, mais que je laisserai de côté, qui est un exemple d'une confrérie où théoriquement on va élire les princes de la confrérie tous les ans au suffrage majoritaire, sauf qu'on nous explique que dans les tours de parole, il faut toujours commencer par les plus anciens, et ceux qui ont été princes de la confrérie, maîtres de la confrérie avant, donnent leur avis en premier, et la liberté des électeurs les plus jeunes ou les moins zélés ou les moins connus consiste simplement à suivre ou non ceux qui ont exercé leur droit de prima vox, de parler le premier, voilà. Ceux qui ont parlé les premiers. Voilà. La dernière affaire est peut-être plus étonnante, et je voudrais prendre cette dernière affaire pour conclure cette deuxième partie, peut-être plus étonnante encore, car elle s'inscrit nullement dans le contexte des institutions corporatives héritées du Moyen-Âge. On pourrait dire ce que vous montrez sur les élections ambiguës, sur le rôle ambigu de la majorité ne vaut que pour les institutions héritées du Moyen-Âge corporatives. Non, je voudrais prendre une institution étroitement liée aux innovations commerciales, favorisée par les grandes découvertes, par la mondialisation des échanges. Il s'agit de la Compagnie des Indes orientales, et à l'été 1767, dans un contexte commercial difficile, les actionnaires de la compagnie se déchirent dans une assemblée générale. Ils obligent, à tel point qu'ils vont obliger le Conseil d'État à intervenir. D'un côté, on a un groupe d'actionnaires qui voudraient délibérer sur le champ, prendre une décision sur le champ, par voie de scrutin, c'est-à-dire par vote secret. Et de l'autre, ceux qui souhaitent remettre l'Assemblée à plus tard, parce qu'ils attendent des informations et d'autres actionnaires, et qui exigent, je cite, que les voix fussent prises dans la forme ordinaire de l'appel, c'est-à-dire à haute voix et publiquement. Donc les seconds l'emportent, ceux qui veulent attendre et continuer à délibérer à haute voix l'emportent, ils sont 47 contre 26. Mais la minorité refuse de se soumettre, elle n'a pas lu Otto von Guercke et le Folgepflicht, elle refuse de se soumettre, elle refuse de se plier au choix de la majorité, elle continue à délibérer, elle prend des décisions qui seront cassées par le Conseil d'État. Donc je conclus sur ces quatre affaires, très dissemblables, mais qui me paraissent porter au jour les mêmes questions. D'une part, ces affaires révèlent l'incertitude théorique relative dans laquelle se déroule une partie des délibérations, des décisions collectives, des élections proprement dites, d'Ancien Régime, même si les acteurs jouissent fréquemment d'un savoir-faire pratique considérable. Ils sont très très bons dans l'organisation des procédures, mais ils n'ont pas les modèles théoriques pour penser notamment sur les probabilités. Faute d'exploration systématique des effets du vote majoritaire, du vote à plusieurs degrés,
de la différence entre vote par tête et vote par collège avant les travaux de Condorcet et Borda, faute de réflexion sur les probabilités. Les guerres de procédure jouent donc un rôle clé, c'est ce qu'on a vu là, d'autant plus important que dans des collèges électoraux restreints, quelques personnes, quelques dizaines de personnes, au plus quelques centaines de personnes, tout le monde se connaît ou tout le monde sait où situer les adversaires. Et donc, les résultats apparaissent hautement prévisibles, prédictibles, d'où les guerres de procédure. La décision majoritaire n'est donc pas ici, à l'Université de Paris ou dans le chapitre cathédrale de Haine ou à Cîteaux, une opération statistique, arithmétique, le produit arithmétique ou produit statistique de l'agrégation de dizaines, de milliers ou de millions de suffrages, tous anonymes, tous atomisés, tous équivalents, tous libres. La décision majoritaire, ou la majorité est ici, est un produit politique ou sociologique, pas un produit arithmétique, un produit politique ou sociologique, le résultat d'un travail de certains acteurs, dotés de responsabilités particulières, par exemple désigner les candidats qui seront proposés au suffrage, ou établir la règle électorale par filiation, par tête, ou confirmer l'élection. Il faut que les élections des évêques soient confirmées par le supérieur. Des acteurs aussi dotés d'une plus grande maîtrise des ressources du droit. Qu'une part considérable des dispositions réglementaires de ces institutions d'Ancien Régime vise à exclure les cabales, les réseaux familiaux, la captation familiale de certaines procédures électives n'y change rien. La majorité est d'abord un produit social, la manifestation des intérêts communs qui tiennent ensemble les membres de ces institutions particulières, et surtout ceux de leurs membres qui occupent les positions de pouvoir, qui réussissent parfaitement à assurer entre eux la rotation des charges, la mise en place de véritables cursus honorum. Et donc ça, c'est un point très important par rapport à ce qu'on dit sur Louis XIV, qui aurait détruit les libertés électives, etc. Les villes rachètent souvent, ou les compagnies rachètent souvent les offices qui ont été transformés, les charges électives qui ont été transformées en offices vénaux. Elles rachètent ces offices vénaux pour les rendre à nouveau électifs. Ça prouve que la règle élective s'adapte très très bien à une société oligarchique ou à une oligarchisation des pouvoirs. L'oligarchisation des pouvoirs, longtemps présentée par exemple dans l'histoire de la France urbaine, l'histoire des villes, la grosse histoire des villes sous la direction de Jean-Luc Pinol, il y a un passage sur l'oligarchisation des pouvoirs qui transformerait les élections en théâtre d'ombre sans enjeu. À mon sens, c'est faux. Des sociétés oligarchiques s'accommodent fort bien, au contraire, du caractère électif des charges, qui permet justement d'assurer la rotation entre clans rivaux, que des charges vénales ne permettraient pas. Ça permet une circulation des biens entre des clans liés par des intérêts communs et pourtant en concurrence pour ces intérêts-là. Il y a donc une seconde leçon qu'on peut tirer de ces 4 affaires que j'ai données. La première, c'est que la majorité n'est pas un produit arithmétique, c'est un produit politique qui correspond à cet état des sociétés. La seconde leçon, à mon avis plus importante encore, c'est que ces exemples, ces affaires, contredisent absolument l'idée d'un droit de vote ou d'un droit d'opiner individuel et libre que les acteurs exerceraient ou n'exerceraient pas à leur guise. L'élection des officiers, des recteurs, des évêques et de bien d'autres dignitaires des corps qui composent la société tardo-médiévale et moderne est le moment par lequel l'institution se reproduit, se perpétue. Et l'élection n'a pas d'autre fin que de faire advenir cette reproduction, comme le dit d'ailleurs l'avocat Poirier à Paris. Poirier, celui qui a blanchi sous les travaux, n'est-il pas le candidat de l'institution même, lui qui a occupé toutes les charges pendant plus de 30 ans, qui a gravi tous les échelons, qui a vu ses cheveux blanchir dans les travaux? L'élection d'Ancien Régime n'est pas opposée à la nomination ou à la cooptation en ce sens. C'est la même chose, ou d'une certaine façon. Comme le manifestent la plupart des dictionnaires de langue ou des dictionnaires de droit. Voilà par exemple ce que dit François Desmaisons, auteur d'un livre imposant intitulé « Les définitions du droit canon », paru en 1871-74. Je le cite. Le mot d'élection, excusez-moi, je fais le geste ridicule de dresser les doigts, de faire des guillemets dans l'air, pardon, j'arrête. Le mot d'élection, c'est une citation. Le mot d'élection peut être défini par ces mots. Un choix fait d'une personne habile et capable d'entrer dans une dignité, confrérie, société et autres choses semblables, après avoir gardé les formes prescrites par les sacrés canons. Élection égale un choix. Voilà ce qu'écrit Jean Daumas, 1745, à propos du droit civil, donc plus du droit canon. L'élection ou nomination se fait en chaque ville et en chaque lieu, non par tous les habitants ensemble, car il y aurait beaucoup de confusion, mais par ceux qui, selon les règlements et les usages, sont nommés pour composer l'assemblée où se doit faire la nomination. Nomination et élection sont synonymes, peu ou prou, et renvoient à un processus où l'essentiel relève bien de la reproduction de l'institution par elle-même, grâce aux procédures. La question de savoir
si ces procédures garantissent une juste représentation des membres de la compagnie ou du corps, par exemple les habitants des villes, sont-ils tous bien représentés dans le consulat? Ou est-ce que ça permet de choisir le meilleur des candidats? La question n'est pas pertinente ou pas totalement pertinente dans ces institutions-là. L'apport des propriétés particulières de la décision majoritaire à l'émergence de l'individualisme politique reste donc ici, dans cette société de collèges, de corporations, de compagnies, limité, en apparence du moins, car quelque chose se joue bien pourtant entre le XVIe et le XVIIIe siècle, qui, à ma connaissance, n'a pas fait l'objet jusqu'ici d'une approche systématique, peut-être en raison de la dispersion des terrains d'enquête, et je voudrais montrer les innovations de l'époque moderne sur 3 fronts. Quand même quelque chose change qui prépare cette subjectivation du politique dont le professeur Ranzan-Wallon parlait. Le premier front tient à la double rupture qu'introduit la réforme protestante et l'essor du droit naturel dans l'imaginaire social du féodalisme et dans la société corporative, mettant en péril ou en mouvement la façon même dont les institutions se pensent et le prestige de la règle majoritaire attachée à la renaissance du droit romain. Car cette rupture manifeste qu'il y a des sujets, la réforme et le droit naturel, qu'il y a des sujets sur lesquels il n'est pas possible de faire jouer la brutalité et l'efficacité spécifique de la règle majoritaire, qui permet de se passer du consentement ou de l'approbation d'une partie de la communauté ou d'un corps. Il y a des questions, comme celle du fondement de la société politique, par exemple, qu'il n'est pas possible de poser correctement en faisant l'impasse sur l'origine du consentement et l'ampleur du consentement. Et parmi les sujets qui fâchent, parmi les sujets qu'on ne peut pas trancher avec une règle majoritaire, il y a très rapidement, pour les réformateurs, les princes protestants, les magistrats protestants, la question de la foi. Malgré leurs différences, ils vont insister sur le caractère inopérant et même contre-productif de la contrainte en matière de croyance. Si on oblige les gens à croire, ils feront semblant. Ce seront des hypocrites. Et très vite, on va commencer à voir apparaître ça dans le droit. Par exemple, le traité de Steinhausen, c'est un traité helvétique de 1529, donc même pas 10 ans après la révolte de Zwingli, 5 ans, 6 ans après ça. Zwingli n'est même pas mort encore. Le traité de Steinhausen, qui représente un moment important dans la construction de la mixité confessionnelle de la Confédération helvétique, le dit dès l'article 1. La foi n'est pas chose à laquelle quiconque doit être contraint. Voilà, on ne peut pas contraindre les gens en matière de foi. Et pour éviter de se trouver contraint, forcés par le poids du nombre à suivre des préceptes et des intermédiaires religieux dont ils ne veulent plus, les princes protestants allemands, dans la Diète impériale, et les cantons protestants suisses, au sein des Tagsatzungen, c'est-à-dire des diétines territoriales suisses, vont, la même année, 1529, 10 ans après la rupture avec Rome, moins de 10 ans, refuser toute décision majoritaire en matière de causa fidei. Dans les terres protestantes, il n'y a plus de décision majoritaire en matière de foi. Et c'est pour ça que les protestants s'appellent des protestants, parce qu'ils protestent à la Diète de 1529 contre l'usage de la décision majoritaire pour contraindre les princes protestants allemands à poursuivre Luther. Le problème, c'est que localement, il y a bien des villes et des villages où les habitants habitent ensemble, des catholiques et des protestants. Et là, il faut trouver localement une alternative à l'usage de la force et un moyen de décider quel culte sera publiquement célébré dans tel ou tel village. S'il y a un seul cimetière, il sera pour qui? Une seule église pour qui? Dans de nombreuses localités d'Allemagne du Sud, très nombreuses, de Suisse, marquées par de fortes traditions communales, communautaires, par exemple dans la gestion des droits de pâturage, des forêts, des impôts, où on avait l'habitude de rassembler les habitants pour les faire voter, là, localement, c'est le principe de la décision à la majorité des voix des habitants qui va s'imposer. Et donc des villes comme la ville de Ulm en 1531 ou la ville de Neuchâtel en 1530 et des dizaines d'autres villages vont passer à la réforme à l'issue de consultations électives des habitants. Peu importe que ces votes, on va faire voter des dizaines ou des centaines ou des milliers de personnes. À Ulm, c'est 1800 personnes qui sont amenées à se prononcer. À Neuchâtel, 500, 600. Et dans plein de petits villages, beaucoup moins. Peu importe que ces votes, alors on va parler, ces votes en Suisse s'appellent les plus, c'est des votations populaires, on va les appeler les plus parce que c'est la pluralité qui décide. Peu importe que ces votes soient parfois tumultueux, que certains électeurs soient injustement écartés, par exemple les clercs catholiques. Peu importe que le curé ou les prédicateurs essaient de corrompre les électeurs en leur faisant boire le petit vin blanc de la région, voilà, on a tous ces récits importants. Peu importe, ce qu'il faut souligner, peu importe qu'on contourne la règle majoritaire, par exemple à Ulm, on fait voter dans l'ordre des métiers, du prestige des métiers. Et quand on a atteint la majorité, la moitié, on informe Charles Quint de la décision. Et donc les cordonniers, les bouchers qui continuent à voter
vote pour rien, la décision a été prise. Voilà, vote pour, peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est la possibilité offerte aux habitants, sans autre qualité que d'être habitants, de se prononcer et de voir leur suffrage peser dans la balance finale autant que celui des puissants. C'est la possibilité pour les habitants de Neuchâtel de voter contre le choix religieux de leur souveraine, par exemple, ou pour ceux d'Ulm de voter contre un recès impérial de Charles Quint. Un cordonnier peut voter contre Charles Quint. Sa voix comptera autant que celle du plus grand des marchands. Voilà. Quelque chose se noue entre les fondements théologiques de la Réforme, l'idée de sacerdoce universel, de liberté du chrétien, et l'expérience du vote de la communauté sur des sujets qui jusque-là lui échappaient. Le deuxième front, mieux connu, c'est celui de l'expansion des lieux ou des institutions dans lesquelles la qualité des personnes n'est plus essentielle, ou plus autant qu'ailleurs, à leur poids dans la décision, c'est-à-dire la déconnexion entre le poids des voix et le statut des personnes. Par exemple, dans les académies, où malgré la hiérarchie qui peut exister entre leurs membres, malgré les interventions du pouvoir, il y a quelque chose comme un exercice d'un droit de suffrage à peu près équitable entre les différents membres. Mais je veux surtout mentionner un sujet qui n'a pas été retenu souvent, sur lequel on s'est peu intéressé, les grandes compagnies bancaires ou commerciales, proto-industrielles. Les compagnies des Indes en Angleterre, les compagnies des Indes, ou en Angleterre la compagnie de Virginie, qui va à la fois faire le lien entre bulletin secret et vote majoritaire, et qui sera mentionnée par les révolutionnaires américains comme un exemple de procédure, ou la Bank of England, ou un autre exemple moins connu mais très très amusant qui est la compagnie of Chelsea Waterworks, en fait une compagnie d'eau de Chelsea. Parce qu'ici, parmi des dizaines et parfois des centaines d'actionnaires qui jouissent d'un droit de vote, le poids de chacun ne dépend que du nombre d'actions qu'il possède, non de son rang, non de sa naissance. Par exemple, la Chelsea Waterworks, il y a 143 actionnaires en 1773 qui se partagent 321 voix. Mais dans d'autres cas, par exemple la compagnie des Mine Adventurers du début du XVIIIe siècle, les statuts décident de ne plus accorder à chacun des actionnaires qu'une seule voix, quel que soit le nombre d'actions. Each having an equal vote and power, dit un texte sur les directeurs de cette compagnie. Et donc j'ai évoqué tout à l'heure les soubresauts de la Compagnie des Indes orientales françaises à la fin des années 60, et il me faut donc maintenant citer les projets de rénovation qui sont publiés en 1770 par le comte de Lauragais, dont le cœur est bien constitué par le retour dans les assemblées de la Compagnie de, je le cite, « tout porteur quelconque de 25 actions ». Tout porteur de 25 actions devrait pouvoir être dans les assemblées. Pourquoi ? Je le cite à nouveau. Parce qu'un actionnaire très faible en action peut être très fort en raison. J'ose le dire, il me paraît impossible alors que les actionnaires n'acquièrent une force énorme. Il n'y a plus d'illusions, plus de crainte, plus de défiance. Tout est débattu par la plus grande force d'action. Tout est pesé par la balance du plus grand intérêt. Alors, il faudrait évidemment convoquer d'autres exemples de compagnies par action pour montrer l'intérêt que peut présenter leur histoire à une histoire ou une proto-histoire des pratiques politiques et souligner en quoi elles ont pu, elles aussi, contribuer à l'idée que toute participation politique active devait être réservée à ceux qui avaient des intérêts matériels. Il me semble que là, les compagnies de commerce sont un bon exemple. Des biens, des terres, une fortune en jeu, parce que c'est précisément cet intérêt, cet intéressement qui les rendait plus prudents et plus sages. Et ce débat dans la compagnie, ce que dit le comte de Lauragais sur le retour des actionnaires qui peuvent être très faibles en action mais très forts en raison, m'a fait penser à cette magnifique citation de Seyès que vous rappeliez sur le citoyen comme vrai actionnaire de la grande entreprise sociale. D'une certaine façon, il y a un lien entre les actionnaires de compagnie et l'imaginaire politique. Puis le dernier front que je voulais évoquer, il est très connu, c'est le triomphe manifeste dans la seconde moitié du XVIIIe siècle de la majorité numérique et du comptage des voix sur ce qui subsistait de la seniorité. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la seniorité, l'idée de plus saine partie, s'étiole, disparaît. Ce triomphe doit évidemment beaucoup aux savants, aux mathématiciens et aux possibilités offertes par le calcul des probabilités, comme le montre la querelle entre Condorcet et Borda au sujet des méthodes de comptage susceptibles de refléter au mieux les préférences des électeurs. Mais ce recul prend aussi racine, ce triomphe, cette fin de la seniorité prend racine dans le dégoût d'une partie des canonistes à l'égard des vieux procès que traînait avec quelle idée de seniorité. Et par exemple, je prends le dernier grand dictionnaire exactement contemporain de la querelle Borda-Condorcet, c'est le dictionnaire de droit canon de Durand de Mailhan, un monument
Il revient sur la vieille question de savoir, je le cite, « si le plus grand nombre des suffrages doit céder à un moindre quand il est plus sain ». Et il va enfin répondre de manière totalement claire. On a reconnu que ce jugement de seniorité était une source de procès et de comparaison odieuse. Et donc ce que je trouve intéressant ici, c'est que la protection des individus, ne pas les soumettre à des jugements odieux, la protection des individus ne justifie désormais le triomphe de la majorité, de la loi du nombre, le recours préférentiel au scrutin secret, et plus la seniorité pour prendre en compte la diversité des individus, on va peser les voix selon leur mérite. Non, pour protéger les individus, pour éviter les comparaisons odieuses, pour éviter les procès, le plus simple, c'est la règle majoritaire. Et donc, presque tout est en place. Donc, si je peux disposer de 2 minutes de conclusion, la lecture, je voudrais conclure très brièvement. La lecture des grands ouvrages de droit civil et de droit canon de l'époque moderne, et même des dictionnaires de langue ou des encyclopédies que l'on trouve maintenant très facilement en ligne grâce à Gallica et à beaucoup d'autres sites, cette lecture systématique, elle donne une image trompeuse, une image de lac gelé ou d'eau gelée, d'immobilisme, d'évolution presque imperceptible dans la définition de ce que c'est qu'une bonne élection, de ce qui constitue la partie décisive d'un groupe devant prendre en commun une décision, ou dans la façon de prendre les suffrages ou de donner sa voix. Le vocabulaire n'évolue presque pas jusqu'à l'irruption dans la langue française du terme de vote qui vient de l'anglais essentiellement, si j'ai bien suivi. Mais les vieilles définitions ne bougent pas, on a toujours les mêmes définitions. Qu'est-ce que c'est qu'une élection? Qu'est-ce qu'un suffrage? Avec le retour au droit canon, au texte de Latran IV, etc. Comme si les vieilles définitions du Moyen-Âge central continuaient d'imposer leur cadre conceptuel. Mais cette impression d'immobilisme, d'eau gelée, est totalement illusoire. Et l'apparente permanence des catégories de pensée, du vocabulaire, ne doit pas dissimuler une transformation profonde des pratiques et des enjeux. Parce que les acteurs historiques sont confrontés, dans cette longue période, à des défis nouveaux, parfois absolument inédits, pour lesquels les outils légués par le droit romain et médiéval ne suffisent plus, et qu'il leur faut donc corriger et compléter. C'est le cas de la fracture confessionnelle, notamment entre catholiques et protestants, qui interdit maintenant de continuer à penser la communauté politique comme une communauté de salut. La paroisse, le groupe, la ville comme protégée par les mêmes saints patrons, invoquant les mêmes saints, etc. Mais c'est le cas aussi de l'expansion du commerce colonial, qui nécessite la création de compagnies d'un type nouveau, capables de lever des fonds considérables, avec donc des grandes quantités d'actionnaires, des fonds considérables qui sont immobilisés dans des opérations de très longue durée, où c'est le cas encore de l'émergence d'univers sociaux spécifiques, obéissant à des principes de recrutement particuliers, comme les académies de peintres ou les académies savantes, où on n'est plus du tout dans l'univers des corporations, et notamment là, la question de la qualité des candidats va se poser sur « il faut choisir le meilleur ». C'est en gardant à l'esprit ces enjeux que l'on peut prendre la mesure des transformations que révèle la mise en œuvre concrète de la règle majoritaire dans un certain nombre de situations sociales précises au XVIIe, XVIIIe siècle. Et de ce point de vue, les expériences de la période moderne, jusqu'à l'aube des années 70-80, 1770-80, où se profilent d'importants changements, me paraissent révéler 3 processus que je voudrais résumer. Premier processus, on assiste à une extension, si vous me permettez l'expression, de la zone de validité de la décision majoritaire, qui s'étend à de nouvelles institutions, à de nouveaux groupes sociaux, à de nouveaux objets. Et elle participe à un accroissement de la sphère du politique. L'exemple le plus frappant, évoqué ce matin, c'est celui des votations populaires, des plus en matière confessionnelle, qui viennent remettre aux magistrats urbains, aux conseils de ville et aux guildes ou aux habitants, tout simplement, le pouvoir de décider de matières qui jusque-là leur restaient totalement fermées, totalement en dehors de leurs compétences, en matière de foi, en matière de rites funéraires, en matière de jours de fête. La liste des questions concrètes concernées par cette appropriation politique collective de pouvoirs autrefois détenus par l'Église et les collateurs de bénéfices est sans fin. La gestion de l'espace urbain, à qui appartient le cimetière? Est-ce qu'on a encore des cloches? Les bâtiments religieux, les cimetières, la réglementation sur les fêtes, les jours fériés, l'ouverture des boucheries, tout ça devient de la compétence des habitants à la règle majoritaire. Autonomisation et expansion de la sphère du politique, donc, qui viennent remettre au choix des hommes et à leurs décisions collectives des affaires autrefois confisquées par les princes d'Église et d'État. L'absence de processus comparable de réforme par le vote dans le Royaume de France ne change rien. Dans un très grand nombre de villes ou de villages, catholiques et protestants sont obligés de coexister avec des consulats mixtes, comme à Gap, par exemple, où il dure un siècle. Et donc, ils sont obligés de se résoudre à accepter qu'on mêle leur voix dans l'élection des consuls. Soit qu'on tienne leur voix, une voix de catholique vaut une voix de protestant. Soit qu'on les additionne, soit qu'on les mette en équivalence.
Et cette mise en égalité des voix ne peut reposer que sur l'idée de participation égale de chacun à la citoyenneté et à la chose publique, par-delà des différences confessionnelles de statut. C'est la première impression que j'ai, une expansion de la sphère du politique. La deuxième impression, la deuxième conclusion sur l'époque moderne, c'est sous la forme d'affaires isolées. On a vu celle des observants de Cîteaux, qui, bien qu'ils soient 16, réussissent quand même à perdre une élection contre 9 personnes. Ou on l'a vu dans le cas de Hamelin, qui a eu plus de voix que Poirier, mais qui a moins de cheveux blancs, et donc se voit refuser la dignité de représentant de la nation France. Puis cela se mettra donc d'abord sous la forme d'affaires concrètes, ponctuelles, puis sous la forme de réflexions plus systématiques, bénéficiant des progrès de la statistique et des probabilités, avec Condorcet et Borda. La préoccupation de justice ne cesse de s'affirmer tout au long de la période. Qu'est-ce qu'une élection juste? Qu'est-ce qu'un collège électoral représentant justement une population ou des aspirations religieuses concurrentes? Comment faire jour à ces demandes sans renoncer pour autant à l'efficacité et à la rapidité de la règle majoritaire? Ces questions traversent de part en part la période moderne dans des termes qui finissent par annoncer ceux qui seront débattus en 1788-1789. Et puis j'ai une troisième conclusion à vous soumettre, mais là vraiment à titre d'hypothèse très fragile. C'est que la révolte de Luther et de Zwingli, au début des années 1520, la condamnation du forcement des consciences qui ne sert rien ni personne, car nul ne peut être converti à la vraie foi par la contrainte, l'insistance luthérienne sur le sacerdoce universel contribue à mon sens également, mais d'une autre manière, à cette recomposition des rapports entre choix individuels, appartenance collective, volonté générale, en conférant à la conscience du chrétien une place déterminante et à l'idée de vote en conscience, de conscience comme lieu de la décision. Sans doute n'est-il plus possible aujourd'hui, en toute rigueur, d'adhérer à l'analyse classique de Hegel, qui voit avec le protestantisme l'affirmation de la conscience à la fois comme le lieu de la relation directe avec Dieu et celui de la subjectivité. Mais dans certains épisodes que j'ai évoqués, et par exemple les plus dans les villages, ces votations de village au cours desquelles des paysans, des gardiens de vaches, se disent troublés, émus, profondément apeurés par la décision qu'ils ont à prendre, qui les engage eux, leur famille, ici-bas et dans l'au-delà. Et s'ils se trompent pour l'éternité. Ils se tournent vers Dieu, ils demandent que Dieu les assiste dans leur conscience pour parler à travers leur bouche, et les textes sont extrêmement émouvants. Et je me demande si ces exemples, ces bribes d'exemples, ne peuvent pas aussi nous inviter à revenir sur cette filiation ténue qui pourrait conduire de la conscience du chrétien au sujet politique moderne. Je vous remercie. Écoutez, merci de cet exposé aussi érudit que stimulant. Je vous propose d'organiser la discussion entre nous autour de quatre points. Et discussions qui, au fond, essaient également de montrer quelles ont été les continuités, au-delà des ruptures, entre ce que vous avez décrit et puis la période proprement contemporaine, c'est-à-dire celle postérieure aux révolutions américaines et françaises. La première zone de discussion reprend ce par quoi vous venez de terminer, c'est-à-dire que l'histoire des techniques électorales n'est pas simplement une histoire des techniques, mais elle est aussi une histoire inscrite dans une transformation anthropologique, celle justement de l'avènement de la subjectivité moderne. Et le fait que l'individu n'est pas simplement le membre d'un corps, mais celui qui se détermine par lui-même en son âme et conscience. Et que cette définition de l'individu va évidemment pénétrer la définition de la décision ou des formes de décision politique. À partir des révolutions françaises et américaines, cette dimension va s'exprimer par le fait qu'il y aura considération d'une dualité entre ce qu'on appellera le vote droit et le vote fonction. Oui. Le vote droit, c'est celui qui est l'expression justement de cette autonomie du jugement de la personne, et le vote fonction, il va rappeler l'ensemble, s'inscrire très naturellement dans tout ce que vous avez décrit. D'une certaine façon, tout ce que vous avez décrit, c'est une histoire du vote fonction. La fonctionnalité sociale, ou la fonctionnalité procédurale, ou la fonctionnalité institutionnelle du vote. Et au fond, toute l'histoire du suffrage universel, elle va rester marquée par cette tension aussi. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais, en quelque sorte,
la suppression de l'histoire du vote-fonction et l'avènement simplement de cette expression de l'autonomie du sujet individuel. Alors, cette histoire est compliquée parce que pendant toute une période, le conflit, si je puis dire, entre vote droit et vote fonction va être lié à un débat sur le suffrage universel et donc la limitation du vote droit. Et donc, on va voir condamner la notion du vote fonction en disant le vote fonction bride le vote droit. Mais à partir du moment où le suffrage universel est reconnu, il n'y aura plus cette bride qui existe. Mais dès lors, on verra quand même en permanence, et encore pourrait-on dire de nos jours, subsister cette tension entre le vote droit et le vote fonction. Et là, effectivement, ce qui mériterait d'être analysé dans cette perspective, c'est la naissance des partis politiques. Parce que au temps de la Révolution française, comme je l'ai souvent rappelé ici, les partis politiques étaient interdits, puisqu'un parti politique créait une sorte d'interface perturbateur entre justement l'expression subjective des individus et puis la décision à laquelle il fallait parvenir. De la même façon qu'étaient interdits pendant la Révolution française les candidatures. Donc l'idée pendant la Révolution française que le vote est de l'ordre du choix entre des compétiteurs est totalement exclue. Ça n'existe pas puisqu'il n'y a pas de candidat. Donc l'élection, dans ce cas-là, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de votes, l'élection était véritablement, d'une certaine façon, celle d'une inspiration d'un type nouveau. Ça n'est plus la colombe qui était dans les gravures, mais c'est l'œil de la surveillance du peuple, ou c'est le triangle de l'égalité. Mais une expression qui revient très souvent dans les écrits révolutionnaires sur l'élection, c'est l'image de la commotion électrique. C'est que c'est la commotion électrique qui doit amener à faire les bons choix. Cette commotion électrique, elle est justement l'individu face à lui-même, détaché de ses passions, détaché de ses intérêts. Et on insiste beaucoup sur cette dimension-là. C'est l'individu, en quelque sorte, le pur individu, qui n'existe plus dans ses déterminations sociales, de quelque sorte qu'il soit. Et si tous les individus s'extraient de leur détermination sociale, eh bien, ils pourront faire un choix presque unanime. C'est cela que Sieyès décrit très souvent, et c'est pour ça que Sieyès décrit la citoyenneté comme étant justement détachée du système des besoins. Elle est au-dessus de la société civile. Et donc là, on a à la fois, on pourrait dire, une conception moderne de l'élection, mais qui est encore totalement dans le cadre de la vision de l'élection inspirée. C'est même... les gravures que vous avez montrées, j'en ai pas en tête immédiatement sur le vote parce qu'il n'y a aucune gravure montrant un vote pendant la Révolution française. On ne dispose d'aucun document iconographique montrant le vote. Pourquoi ? Parce que, d'abord, le vote est à 2 degrés. Et comme les assemblées électorales sont des assemblées de premier degré, de 1000 personnes environ, et en fait, c'est simplement les électeurs, on ne les appelle pas électeurs d'ailleurs. Ceux qui participent aux assemblées électorales sont des citoyens actifs, membres des assemblées électorales. Mais on appelle seulement électeurs ceux de 2e degré. Mais ce rappel étant fait, c'est ça qui me frappe, c'est la continuité entre la vision d'un Sieyès, l'idée de commotion électrique, on la revoit partout. Et au fond, on pense simplement que si le vote n'est pas unanime, c'est qu'il y a des brigues, ce qui est interdit, il y a des cabales, il y a des actes presque criminels, si je puis dire. Et donc, on n'est pas sorti de cet univers-là. Moi, ce qui me frappe en vous écoutant et en vous lisant, c'est qu'au fond, ça va être très long au XIXe siècle à sortir de cette idée du vote inspiré et du vote unanime. Les premiers exemples d'élections dans le monde paysan aux élections de 1948 insistent sur le fait que l'élection doit être unanime. Si l'élection n'est pas unanime, c'est qu'il y a
il y a une zizanie, il y a une espèce de trouble interne qu'il faut résoudre. Et donc, les républicains, en 1848, pensent que le temps de l'unanimité est arrivé. D'ailleurs, comme vous le savez, les premières élections au suffrage universel ont eu lieu le jour de Pâques, en 1848. Et donc, vous voyez tous les commentaires qui ont pu être faits. Les commentaires qui ont pu être faits, à la fois des commentaires politiques et les commentaires dans de nombreux sermons. Vous citiez dans vos ouvrages l'importance de cette source-là, mais elle est très importante aussi en 1848. Et donc, on est amené à se poser, à reculer en quelque sorte presque. Vous avez montré très, très justement les éléments de basculement, et notamment à partir de la réforme ou à partir de l'existence on peut dire, de sociétés d'égaux en qualité, qui sont les académies, ces choses-là. Mais la prise de distance radicale par rapport au vote inspiré ou par rapport au principe d'unanimité, elle est en fait extrêmement tardive. Chez les républicains français, ça ne se fait qu'à la toute fin du XIXe siècle. Il y a des textes fameux de Jules Ferry où il dit « il faut comprendre que le milieu républicain devra vivre avec des distinctions ou des formes de division ». Mais juste avant lui, beaucoup de républicains pensaient que dès lors que les idées et les représentants des principes monarchistes auraient disparu du paysage, eh bien, l'unanimité aurait été trouvée. Les conflits, ils n'étaient que des résurgences de l'Ancien Régime. Les conflits, et même, on le voyait même au niveau capitaliste, on disait que le capitalisme n'est que la résurgence d'une forme d'aristocratie spéciale. Et lorsque Clémenceau s'est battu contre les patrons des mines d'Anzin et a soutenu les mineurs, c'était la période où il était un jeune politicien très radical, qui a plus été par la suite, eh bien, il insiste en disant « c'est une résurgence du phénomène monarchiste ». Et si l'on regarde, alors à ce moment-là, l'autre histoire, celle de la conception des élections dans le monde communiste, dans le monde soviétique, là, on est en plein dans un univers de l'élection inspirée. Et on est en plein dans un univers de l'élection unanimiste. Donc, moi, je suis frappé, c'est le premier point, par cette continuité. Et qu'au fond, il n'y a eu qu'un espèce de lent et très progressif abandonnement. Et peut-être même n'est-il pas encore achevé, et peut-être a-t-il connu, en tout cas, une rupture forte avec la chute du mur de Berlin. Mais là, pour cette conception de la bonne société doit produire des élections unanimes. S'il n'y a pas d'élections unanimes, c'est qu'on est encore dans une mauvaise société. L'insistance, il y a eu de nombreux livres de droit soviétique publiés sur le sujet, l'insistance à la fois pour montrer que la démocratie soviétique était au-delà de la démocratie électorale, de la démocratie majoritaire, mais en même temps qu'elle tenait à montrer statistiquement qu'il y avait 99,9 avait un sens extrêmement important. C'était l'expression, justement, qu'on se coulait dans les technologies, dans les techniques de l'expression majoritaire, mais pour en arriver à ce vote inspiré et sincère, qui n'était plus lié à des intérêts, qui arrivait à l'unanimité. Donc ça, c'est un constat. Mais je voudrais vous interroger sur, de même, un deuxième constat, je dirais, sur les techniques de la majorité. Les techniques de la majorité, l'expression majoritaire, ce qui est frappant, c'est que le mot majorité, dans la langue française, n'est pas encore d'usage courant en 1840. Il y a un dictionnaire politique, qui est le dictionnaire de Garnier-Pagès, qui est de 1842, qui est considéré comme le grand dictionnaire républicain de la période. Eh bien, au mot majorité, on note mot nouveau. Donc, et qui vient de la langue anglaise. Le mot majorité, on le signale à ce moment-là, vient de l'anglais majority, et qui est un vocabulaire parlementaire. C'est un vocabulaire pour désigner dans le monde parlementaire celui qui est justement
le parti majoritaire ou le vote qui était majoritaire. Donc, ça n'est pas du tout une origine sociologique, c'est une origine parlementaire. Et le terme de pluralité, il est dans la langue révolutionnaire, c'est le mot de pluralité, toujours. Mais évidemment, on l'interprète dans le sens la très grande majorité, ou le plus grand nombre, disons. On ne dit pas majorité, on dit le plus grand nombre, etc. Donc ça, c'est bien clair. Mais en même temps, même cette expression de la majorité, même dans les lois électorales françaises, elle a mis très longtemps à se régulariser. Pensez qu'avant les lois municipales de 1884, il y a encore au niveau des communes une adjonction des grands intérêts. C'est-à-dire que encore à ce moment-là, on considère que ceux qui sont les plus gros contribuables de la commune doivent avoir une part particulière lorsqu'il y a vote de grands travaux. Bon. Et ça, c'est 40 ans après l'instauration du suffrage universel. Donc, votre exposé a tout à fait bien marqué ce qui est, je veux dire, le détachement de la notion de seniorité, la nécessité de comprendre qu'on vit dans un monde divisé et donc que le principe de majorité va s'imposer. Mais si on regarde la période, l'historien de la période contemporaine va dire oui, mais ça n'a pas été terminé à la fin de votre exposé, si je puis dire. Ça a mis ensuite beaucoup de temps à se distinguer et la fusion du vote droit et du vote fonction, elle ne s'est opérée au fond que très tardivement, parce que c'est bien de ça qu'il est question dans votre conclusion, ces deux choses-là. Alors, en fait, sur quoi j'aimerais surtout discuter avec vous, parce que c'est les points sur lesquels vos travaux ont le plus apporté. Ce qu'il y a derrière cette expression du sentiment majoritaire et les conditions dans lesquelles on pouvait l'accepter, a été central, et notamment dans tous les exemples passionnants que vous donnez liés au développement de la réforme et à la gestion, je dirais, de la division religieuse qui en est résultée, c'est le sens du consensus et du dissensus dans les sociétés modernes. Au fond, le principe majoritaire n'est acceptable que si l'on secondarise un certain nombre de choses, ou si on en fait une technique, ce qui est votre interprétation, une technique de pacification. Et au fond, on voit tout à fait renaître ces questions-là de nos jours à travers le débat qui se déroule sous le terme extrêmement général de laïcité. C'est-à-dire quels sont les éléments de dissensus acceptables et les éléments de consensus nécessaires, tout en rappelant qu'il y a encore, de par le monde, beaucoup de cas dans lesquels une minorité n'accepte pas le jugement majoritaire. Voyons dans beaucoup d'élections de certains pays où il y a eu, c'est plus les antipapes d'autrefois, mais ce sont deux candidats qui se disent également présidents du même pays. Donc là aussi, on voit renaître ces choses-là. Donc, vous, en tant que personne ayant spécialement étudié justement ce rapport entre l'introduction de la règle majoritaire et les conflits religieux dans l'Europe, enfin surtout la France, la Suisse, l'Allemagne, de cette période, comment vous voyez que s'est exprimée à l'époque cette distinction entre, je dirais, consensus nécessaire et un consensus qui n'était plus forcément justement un consensus de foi, mais qui était un consensus de vie pratique et un dissensus acceptable parce qu'on avait, d'un certain point de vue, secondarisé la place où on acceptait de secondariser la place de la religion dans la vie sociale, de ne pas faire justement de la communauté d'habitants, la communauté des croyants ou la communauté de salut. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter sur cette question-là, de la formalisation des termes dans lesquels, justement, a été compris
ce rapport entre nécessaire consensus et les formes du nécessaire consensus et le fait de dissensus dans la société. Je vous remercie de ces remarques et de cette question. Si vous me permettez, sur la première remarque, sur les deux premières, où effectivement le processus n'est pas fini avec l'exposé, n'est pas fini avec les années 1770, ce que vous dites me paraît très, très éclairant et très important, et m'inviterait maintenant à relire les sermons dont nous parlions juste avant d'entrer dans l'amphithéâtre, ces sermons qui, dans le monde protestant, viennent remplacer ces sermons électoraux, viennent remplacer les anciennes messes du Saint-Esprit ou les anciens rituels inspirés de la Pentecôte, qui voyaient l'élection comme la Pentecôte. Et par exemple, il y a dans le livre des capitouls de Toulouse des illustrations des magistrats toulousains, toujours par 12 ou 24, ils sont 12. Il y a une scène très célèbre où ils sont 12 autour de la table, surmontés par un moment de décision politique, surmontés par la colonne de l'Esprit Saint. Et dans le monde protestant, c'est remplacé par des sermons, où là, on va voir jouer différemment ce modèle de l'inspiration, mais rester. Et moi, je pensais qu'il disparaissait, le modèle Pentecôte disparaissait dans le monde protestant avec la fin des rituels de la messe et des rituels qu'on voit encore dans le conclave, par exemple avec cette procession, cette messe du Saint-Esprit, etc. Mais non, ça subsiste sous une autre forme et sous une autre forme d'attente du consensus, mais cette fois-ci, une espèce en partie subjectivisée ou subjectivée, en invitant les électeurs à agir en conscience, et agir en conscience, c'est-à-dire reconnaître la nécessité du consensus. Donc c'est vrai qu'il y aurait un maillon, et qu'on retrouverait très tard dans le XIXe siècle, dans des discours électoraux, dans des appels, à une forme d'inspiration débarrassée des oripeaux de la Pentecôte proprement dit, mais qui ressemble très fortement. Alors j'en viens à la question du consensus-dissensus. Il me semble, en effet, que ça va être le fait de confier aux voix le dénouement d'un certain nombre de situations qui sont des situations de violence et des situations d'affrontement. Par exemple, comme dans tout cet espace où, au fond, personne ne sait qui gouverne et qui a autorité en matière de foi, qui est l'espace d'Allemagne du Sud, des villes libres, des cantons mixtes suisses, enfin ce qu'on appelle les bailliages communs, gouvernés en commun par deux cantons. C'est le cas de tout le pays de Vaud, gouverné en commun par Fribourg, catholique, et par Berne, protestant. Ça laisse une marge d'incertitude très très grande et la décision va être de confier au vote majoritaire, c'est aussi le cas dans certains territoires autour de Zurich, au vote des assemblées d'habitants, contribue à dénouer et à faire reculer la violence et l'usage de la contrainte, puisque ça retire la nécessité de l'unanimité dans une matière où toute dissension pouvait apparaître comme un facteur de danger, un facteur de mise en péril, un facteur de danger qui pouvait attirer la colère de Dieu sur la communauté. Et petit à petit vont se dégager, au fond, deux modèles complètement opposés. L'un, c'est ce modèle qui va s'imposer dans les pays à forte tradition communautaire, communale et à système politique fédéral ou confédéral. C'est le Saint-Empire, plus tard la Pologne, la Transylvanie que je connais moins bien, puis la Suisse et le Saint-Empire, qui est un modèle de refus de la décision majoritaire, où on va distinguer en fonction des objets. Certains objets ou certains sujets ne peuvent pas être tranchés, donc en matière de causa fidei, pas de jugement majoritaire, pas de décision majoritaire à la diète, et un système de itio in partes, donc de construction à l'intérieur des diètes de partis confessionnels, politico-confessionnels, le corps évangélique, le corps catholique, votant chacun de leur part, de leur côté, puis devant ensuite trouver un consensus entre eux. Et c'est le fonctionnement de la Chambre impériale de justice qui fonctionne comme ça aussi. Il y a des juges, des comités, enfin des juges siègent toujours en nombre pair, avec autant de catholiques que de protestants, et ne peuvent pas prendre de décision majoritaire. Si le jugement ne peut pas être rendu, allons faire entrer d'autres juges et d'autres juges et d'autres juges, jusqu'à ce qu'un consensus soit trouvé. Donc sur un mode dont on retrouve peut-être encore des traces dans l'inquiétude dans le fonctionnement de la Commission européenne, par exemple pour tout ce qui est décision majoritaire, grande faveur apportée à la décision unanime ou à la majorité qualifiée, méfiance à l'égard du poids des grands pays. Et puis une tradition française qui va s'imposer, qui là va être complètement différente, et qui va reposer pas sur la distinction des sujets, mais sur la distinction de sphères ou de modes d'appartenance de l'individu à la collectivité, avec
cette phrase prononcée par un des penseurs qu'on retrouve à l'origine de ce courant qu'on va qualifier de les politiques autour de la reconstruction du royaume par Henri IV, qui dit très sèchement « l'Église est dans l'État et pas le contraire ». Et donc on construit une valeur ou un ensemble des ensembles, un ensemble dont la légitimité, dont le prestige, dont la sphère d'inclusion, c'est l'impératif d'intégration, d'inclusion, est plus grand dans l'ensemble des ensembles qu'à l'État. Et c'est là où doivent être rapportées, à cela que doivent être rapportées les considérations concernant le bien commun et la volonté générale. Et du coup, le modèle va être un modèle, là, de décision majoritaire, parce qu'on arrive à créer un lieu où il est possible de trouver une équivalence entre tous, qu'ils soient membres d'une église ou d'une autre. Et ce lieu où ils sont équivalents, c'est la res publica, et ils sont équivalents en tant que sujet de droit du roi de France, bénéficiant des mêmes droits, des mêmes protections du droit. Le roi n'est pas un tyran, ne peut pas les tuer, et ayant les mêmes devoirs à l'égard du roi. Et ça explique, d'une certaine façon, l'hyper-absolutisme des protestants français très durablement, leur confiance excessive à la fin dans la protection que peut leur assurer la monarchie, et le fait que, par exemple, dans la Fronde, les protestants vont très peu bouger, avec la certitude que leur meilleure protection, ça reste quand même le souverain contre les potentats locaux, contre les noblesses locales et contre les parlements. Et donc c'est plutôt un modèle d'absolutisme, un modèle de sortie par la construction d'un lieu du consensus ou du nécessaire consensus qui est la patrie, la fidélité au roi, cette sphère d'adhésion à la res publica. Donc c'est vraiment des modèles assez différents et qui vont confier à des institutions différentes l'incarnation de ce vivre ensemble. Le roi, du côté français, plutôt des justices collégiales et paritaires, avec donc ces modèles vraiment paritaires d'un côté et absolutistes de l'autre. Il me semble pas très loin de ce qu'indiquait Koselleck, sans qu'on puisse malgré tout faire la division. Koselleck dit ça à propos de Thomas Hobbes et de Bodin, où il dit le revers, la revanche ou l'autre face de la soumission politique complète dans l'absolutisme, c'est que le sujet est in secret free. Je ne suis pas sûr que ce soit in secret, parce que ce que demandent aussi les protestants, c'est de pouvoir être officier du roi, de pouvoir entrer dans l'armée, de pouvoir obtenir des charges, de pouvoir célébrer publiquement leur culte. Mais il y a quelque chose de ce lien entre soumission politique et liberté religieuse. D'une certaine façon, c'est une histoire de la construction de l'État comme puissance séculière. Oui. C'est ce qui est en cause dans cet exemple-là. Et on peut dire aussi que dans les institutions de la démocratie, se sont développées progressivement des institutions destinées à gérer ces deux dimensions. Il y a des institutions de gestion du conflit et des institutions de gestion du consensus. Entre justement les procédures électorales sont techniquement destinées à gérer les dissensus, c'est-à-dire les oppositions qu'il y a sur des visions de la société, de la bonne société ou des politiques à mener. Et puis de l'autre côté, il y a tout de même des institutions qui sont des institutions juridiques, par exemple, ou des cours constitutionnels, dont le but est de maintenir des formes du consensus. C'est-à-dire que la démocratie, elle est à la fois partisane et à la fois impartiale. Il y a les deux dimensions qui sont aujourd'hui toujours liées, et ne fonctionnent pas justement les démocraties qui voudraient être uniquement les démocraties de l'impartialité, ou qui voudraient être uniquement les démocraties, si je puis dire, de la dimension partisane. Il faut que les deux... Et au fond, ce lien entre ces deux, la reconnaissance de ces dimensions et le lien entre elles, je trouve que c'est une chose dont on voit très bien la préhistoire, à travers les questions de conflits religieux dans vos travaux et dans ce que vous nous avez expliqué, et c'est ce que je trouve très, très intéressant. Peut-être qu'on peut dire un mot, parce que vous l'avez évoqué très rapidement, l'Europe. Effectivement, l'Europe fonctionne sur la base de la recherche,
dans très peu de domaines de majorité qualifiée et beaucoup du consensus. Mais on peut dire d'un autre côté, c'est ce qui fait aussi que l'Europe n'est pas véritablement un espace politique. Parce que pour qu'elle soit un espace politique, il faudrait qu'elle soit à la fois qu'il y ait des institutions du consensus et des institutions justement majoritaires, alors qu'aujourd'hui, elle fonctionne beaucoup plus sur le registre du consensus que sur le registre de la majorité, et que ça, c'est l'indication justement que c'est une dimension faiblement politique, cette capacité à articuler les deux. Il y a d'ailleurs eu une élève de Bernard Manin qui a fait une thèse très intéressante justement sur ce fonctionnement des rapports entre majorité qualifiée et production du consensus, avec le temps que ça prend évidemment, dans les instances européennes. Et là, on retrouve tout à fait dans ce cas-là l'exposé bien des points que vous avez exposés. Si je peux redire un mot sur une de vos remarques initiales que j'avais vraiment, c'est pour moi une découverte lumineuse sur l'interdiction d'être candidat ou l'impossibilité d'être candidat, de ne pas faire campagne. C'est le propre des procédures électives et des luttes électorales des sociétés de l'Ancien Régime. On n'est pas candidat à ces honneurs. C'est l'institution qui appelle les candidats, qui les suscite soit par rang d'ancienneté, soit par tour. Et dès lors que l'on est candidat, le soupçon de brigue, de cabale, de corruption devient très important. Et il me semble que ça pose un certain nombre de questions justement sur la publicité des débats, sur le sens même de l'opération de sélection des candidats. On les sélectionne sur leur qualité et non sur ce qu'ils annoncent ou sur ce qu'ils promettent. Et que de ce point de vue-là, les débats des académies de peintres, des académies savantes changent complètement, tranchent. En ce sens que là, on peut se porter candidat et on peut proposer quelque chose. Et il y a une forme de publicité, par exemple, dans les académies de peinture. Dans le cas parisien, il y a des espèces de galops d'essai où on se fait connaître, on se fait apprécier du public et des amateurs. Par exemple, dans ce don, à travers cette confrérie qui était la confrérie des Orfèvres de Notre-Dame de Paris, qui tous les ans offrait à Notre-Dame un tableau immense, 3 mètres sur 3 mètres ou 3 mètres sur 4, qui s'appelait le Mai, parce qu'il était offert au mois de mai, et il était laissé une journée entière sur le parvis de la cathédrale, puis un mois entier à l'intérieur de la nef avant d'être accroché au mur. Et ce sont tous les jeunes peintres qui vont être élus l'année suivante. D'être choisis pour le mai, c'est le signe qu'on sera vraisemblablement en piste l'année d'après pour l'Académie. Donc je trouve que là, on voit qu'il y a quelque chose qui change dans l'idée de se porter candidat, de faire connaître ses mérites, de proposer quelque chose qui est absolument exclu par les sociétés corporatives et la reproduction des corps par eux-mêmes, où être candidat est déjà montrer qu'on n'a pas de zèle. Voilà. Les partis politiques modernes, qui naissent quand même uniquement dans les années 1880, insisteront d'une certaine façon sur cette dimension-là, parce qu'ils seront une interface qui permettra de faire revivre, je dirais, cette idée ancienne qu'il ne faut pas se porter candidat, mais que c'est le parti qui va vous choisir. La façon dont ça a été théorisé, par exemple, à l'intérieur du Parti communiste, beaucoup de textes le montrent, c'est très, très frappant. Là, on retrouverait exactement cette vision. Bon, ça a changé maintenant dans le monde contemporain, parce que les partis politiques ne sont plus les organisateurs, les porte-paroles de toute la vie politique. Ils ont un rôle plus secondaire et qui est inséré dans tout un ensemble d'autres processus et d'autres mécanismes. Mais à l'âge d'or, disons, des partis politiques, on peut dire que ça fonctionnait encore très largement comme ça. Il y a aussi une question que je voulais vous poser, parce qu'elle vos terrains d'observation permettent certainement de bien la comprendre. C'est que dans les choix politiques, il y a à traiter deux phénomènes qui ne sont pas de même nature.
Il y a des choix effectués parce qu'il y a de l'indétermination, et il y a des choix effectués parce qu'il y a des oppositions ou des conflits. Ce n'est pas la même chose. On voit que dans une élection, normalement, on est dans un espace du conflit, c'est-à-dire qu'il y a des compétiteurs, au moins en termes de personnalité, ou en termes d'idées, ou en termes de projets. Mais toute une partie de la vie publique et de la vie politique s'organise aussi autour de la gestion d'indétermination. C'est très simple de dire, voilà, il y a 2 ou 3 candidats à une élection, on va en choisir un. Mais si on regarde par exemple que faire dans le nucléaire, c'est autre chose. Il n'y a pas simplement à choisir entre 2 options. Il y a à savoir comment gérer une forme d'indétermination. Or, j'aimerais bien que vous nous éclairiez sur ce point. Comment, bien sûr, dans le cas des élections, c'est toujours un choix, mais il y a aussi, dans certains cas, une part d'indétermination. Mais dans le vote, dans beaucoup de votes, là, la question de la détermination est nettement plus sensible. Comment vous l'avez vu exprimer cette distinction entre procédure de gestion de la détermination et procédure de gestion du conflit? Parce que vous avez dit tout de même un mot qui y fait référence, c'est que le grand nombre est supérieur au petit nombre, avez-vous dit, pour trouver la vérité. Bon. Et c'est ce qu'on trouvera aussi comme raisonnement pour justifier l'introduction des jurys populaires dans l'ordre de la justice criminelle, en disant la recherche de la vérité est plus sûrement accomplie, des faits, est plus sûrement accomplie par 12 personnes que par une seule. Donc, on voit quand même que sur ce mode-là aussi, la réflexion sur les techniques de décision ou les techniques d'élection incorpore aussi cette dimension d'indétermination. Oui, alors, en effet, c'est un gros défaut de ce que j'ai présenté ce matin, qui confond un peu les deux, tout en faisant une allusion très rapide au moment de la Compagnie des Indes orientales. Quand ce projet de réforme, il faut faire rentrer plus d'actionnaires dans les assemblées, parce qu'on peut avoir très peu d'actions et avoir beaucoup de raisons. C'est un défaut de l'exposé ce matin qui avait tendance à confondre un peu les deux et du coup à ne pas poser complètement la question de l'intelligence collective, de la sagesse des foules et du plus grand nombre comme capable de produire une forme d'expertise spécifique. Alors, je n'ai que 2 exemples en tête sur lesquels j'ai commencé. J'ai 3 exemples sur lesquels j'ai commencé à travailler, mais ils n'étaient pas assez avancés pour que je puisse les présenter. J'avais peur que les résultats finissent par dire le contraire de ce que je souhaitais. Donc, l'un, il y a des officines spécialisées à Rome qui sont régulièrement dénoncées par les souverains pontifes de Paris, qui sont des officines de Paris sur la date de mort des papes et la longueur du conclave. C'est un des grands jeux. On gagne beaucoup d'argent, on parie beaucoup de sommes sur ce pape va vivre tant d'années ou le conclave durera tant de jours. À partir du moment où les règlements sur le conclave deviennent plus stricts et qu'on a des conclaves qui dépassent rarement quelques semaines ou quelques mois, ça vaut le coup d'organiser des paris par rapport aux conclaves qui duraient des mois ou des années. Et il y a toute une législation, mais malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas trouvé les archives judiciaires ou les archives qui me permettraient de savoir combien de parieurs et est-ce que leur pari était juste? Est-ce qu'on a un marché du pari sur la durée du conclave ou l'espérance de vie des souverains pontifes que je pourrais comparer, par exemple, avec certains modèles avancés par Surowiecki Je n'ai pas trouvé encore les archives, mais je ne désespère pas. Le deuxième terrain sur lequel j'ai un peu plus avancé, je voulais vous présenter un tableau, c'était de comparer, de mettre en relation 2 valeurs. L'une, c'est le nombre de cardinaux présents au conclave, donc d'avoir une courbe sur les différents conclaves du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, où il y a quand même une augmentation du nombre de cardinaux effectivement présents, et sur la durée moyenne des conclaves, qui a tendance à se réduire très très fortement sur la période moderne, où il n'y a plus de conclaves qui excèdent véritablement les limites canoniques. Il y a 2 exemples de conclaves au-dessus de 6 mois pour le XVIe, XVIIIe siècle, alors qu'il y a des conclaves éclairs, Jules II élu en une journée. Voilà. Et donc, je voulais essayer de voir si je pouvais construire un modèle me permettant de voir le nombre de cardinaux présents.
Mais ensuite, la question, c'est la question des procédures véritablement adoptées, puisque les véritables candidats, le vote n'élimine pas les plus mal classés au premier tour. C'est-à-dire, les candidats se présentent, il peut y avoir un premier tour. Ceux qui ont le moins de suffrages peuvent continuer à se représenter, peuvent se retirer pour un tour, puis revenir pour le tour suivant. Donc ça complique un peu les modèles qu'on peut construire. Il suffit d'un tiers des voix pour bloquer l'élection, donc il suffit qu'un parti ou un groupe de cardinaux tienne bien, les Français ou les Espagnols tiennent un tiers des voix pour attendre. Les véritables candidats n'entrent en lice qu'au bout de certains tours pour voir un peu le rapport de force et compter. Donc pour l'instant, je n'arrive pas à voir un modèle à peu près satisfaisant de cela. Et l'autre exemple qui me vient en tête, c'est les compagnies commerciales, ou par exemple des compagnies anglaises où il y a des centaines d'actionnaires et où là les choix sont des choix stratégiques sur telle ou telle opération, l'ouverture de tel marché, avec des jeux de bénéfices et des jeux de punition en cas de paris ratés. La valeur de l'action baisse ou des navires disparaissent, et là on voit les fluctuations. Et c'est aussi un travail en cours sur lequel j'ai moins avancé que sur les questions de l'intelligence collective, où je me suis laissé porter par le discours du droit canon qui hésite entre l'inspiration et de l'autre côté le plus grand nombre, quod omnes, QOT, le plus grand nombre décidera mieux qu'un tout seul. Et je me suis laissé un peu abuser par les textes en pensant qu'il y avait une reconnaissance du grand nombre et du nombre comme principe d'ajustement, de justice, sans aller chercher plus loin sur les procédures. Donc maintenant, mes dossiers prioritaires seront les paris c'est un peu triste, les paris sur la durée de vie des souverains pontifes. Et sur les sociétés commerciales, il y a des travaux qui sont, je sais qu'il y a tout un groupe de sociologues de l'École des Mines qui travaillent actuellement sur ces questions-là, et qui montrent notamment que l'histoire, je dirais, des formes modernes d'organisation des sociétés commerciales et industrielles est très récente, parce que longtemps, ce qui a dominé, c'est le principe de la commandite. Donc le principe de la commandite, c'est on s'en remet totalement à un opérateur. Et qu'ensuite, le principe de la société anonyme, eh bien, on ne donne aucune garantie, là non plus. Donc, c'est là la grande différence avec le politique, c'est que la sanction, elle est celle d'une perte ou d'un bénéfice, mais elle n'est pas jamais liée, en tout cas dans la mise en place de ces formes commerciales, à la notion d'un mode d'exercice et de contrôle de la responsabilité. Oui. Elle n'est pas véritablement liée non plus à l'idée d'une société démocratique. Je dirais, c'est paradoxalement avec le développement de la démocratie que l'on a importé un certain nombre de ces idées dans les sociétés commerciales, mais qui n'ont pas été des écoles qui n'ont pas été véritablement des écoles de démocratie au XIXe siècle. L'école de démocratie, c'est le modèle coopératif qui, justement, est très différent, parce que ça, c'est un homme, une voix, et non pas, et c'est complètement séparé des modèles de la société anonyme ou de la commandite. Ça, c'est quelque chose de très net. J'aimerais bien qu'on termine cette discussion pour savoir comment vous voyez cette distinction qui me semble de plus en plus nette dans les sociétés contemporaines entre les technologies de l'élection et les technologies de la décision. C'est-à-dire que même s'il y a toujours beaucoup d'interrogations, de contestations pour savoir quel est le rapport entre des techniques électorales et des procédures de représentation, des techniques électorales et des conditions de la délibération, on a un champ, je dirais, de la démocratie organisée autour des procédures électorales qui est très bien balisé avec beaucoup d'expérimentation et des options différentes qui sont possibles. Mais la démocratie, c'est aussi un art de faire des choix en faveur du bien commun. Et à ce moment-là, ça n'est pas simplement le fait d'autoriser un certain nombre de personnes à faire ces choix. Donc il y a une demande croissante
une demande croissante de la démocratie concerne non pas simplement le développement de la place de l'élection, mais de trouver les techniques de délibération, les techniques d'implication. On parlait la semaine dernière des expériences qui ont été faites de jurys citoyens, etc., d'association à la décision, ou bien même d'une certaine façon de constitution, de procédure de décision dans certains domaines qui impliquent davantage la délibération publique. Est-ce que dans tous les exemples que vous avez rencontrés et sur lesquels vous avez appuyé vos travaux, est-ce qu'il n'y a que cette dimension de l'élection, ou est-ce que vous voyez aussi poser cette question des modes de décision qui ne soient pas simplement, je dirais, des modes de décision par les gouvernants? Alors, c'est le problème des sources d'Ancien Régime. C'est que j'ai beaucoup de sources réglementaires, beaucoup de sources descriptives sur telle compagnie ou telle confrérie ou telle assemblée, sur la procédure, la vérification des mandats, les conditions pour donner sa voix, les conditions pour opiner, avec souvent un double circuit. C'est d'abord les personnes les plus élevées dans le grade, les plus âgées dans le grade le plus élevé qui donnent leur avis, et puis on fait le tour, et puis ensuite on repart dans l'autre sens. Non, ce sont d'abord les plus jeunes qui donnent leur voix, et puis le vote repart dans l'autre sens, qui donne une espèce de double privilège aux plus anciens qui vont pouvoir donner leur avis en dernier et voter les premiers, faire savoir leur avis en premier. Donc ça, c'est assez net, mais j'ai pas beaucoup ensuite de description sur comment le texte peut être amendé ou comment la décision finale, est-ce qu'il y a une délibération, est-ce que tout le monde participe à la délibération, est-ce que des gens prennent des notes. Alors, à deux exceptions près, sur ces techniques de la décision collective, j'ai moins de textes explicites et je peine à trouver un peu des lieux où elle sera explicitée et décrite. Je peine aussi un peu à trouver des descriptions fiables de la disposition des personnes dans la pièce, qui peut jouer énormément. Je peine, sauf exception, à trouver des descriptions du nombre de participants véritablement exact. Tout le monde, sauf exception. Il y a deux exceptions qui me semblent assez intéressantes. Ce sont d'abord les grandes disputes religieuses du XVIe siècle, ces moments où on va mettre face à face un champion catholique et un champion protestant, ou des orateurs catholiques et des orateurs protestants pour décider de l'avenir d'une ville ou d'une province. À Lausanne, à Berne, à Genève, on organise des grandes confrontations. Puis en France, le colloque de Poissy, et des centaines de disputes de ce type-là en France entre 1598 et la paix d'Alès, les années 1629-1630. Des centaines. Dans toutes les villes où les catholiques essayent de reprendre pied, qui sont des villes de culte protestant ou de mixité, le clergé catholique essaye d'organiser régulièrement ces confrontations. Et là, il y a des archives considérables sur l'organisation des débats, soit le règlement de la dispute. Qui a le droit de prendre la parole? Qui a le droit d'assister? Comment les gens sont assis? Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Est-ce qu'il y aura des livres ou pas? Est-ce qu'il y aura la Bible? Et quelle Bible? Est-ce qu'il y aura la Bible d'Olivetan? Alors, en général, il s'accorde qu'il peut y avoir une Bible protestante à condition que la page de titre soit arrachée, qu'on ne voit pas qu'elle vienne de Genève. Et là, on a un peu plus, parce que dans certains cas, on a regardé des archives manuscrites où on voit comment les gens prennent la parole, comment c'est corrigé, comment les formulations, avec tous les soirs, vérification de la part des deux orateurs que les notes ont bien été prises et ils valident la version finale. Dans ce cas de la dispute de Berne, on a des dizaines de volumes avec la signature des deux orateurs le soir. En disant oui, nous sommes d'accord, oui. Et il y a le sceau de la ville. Et donc là, on voit comment des formulations communes sur des tout petits points peuvent avancer, par exemple sur le culte des images. Puis le deuxième exemple qui me paraît alors vraiment intéressant et qui n'a pas été tellement traité dans l'histoire de l'idée de représentation en France, parce que ça pose quand même des problèmes d'histoire de représentation des territoires, d'assemblées pérennes, c'est les assemblées générales du clergé, où on débat sur les questions de soutien financier du clergé de France à la monarchie, de dons gratuits. Et là, il y a un bureau permanent qui prépare des ordres du jour entre les réunions de l'Assemblée générale du clergé. Il y a des livres qui montrent d'où viennent les représentants et où ils se situent dans la carte du territoire. Est-ce que le territoire est à peu près couvert? Et il y a des cartes, enfin des gravures représentant la disposition des personnes et les sièges et les rangs de préséance dans la pièce.
Et on avance là vers un terrain un peu mieux documenté pour l'histoire de la décision et de la délibération, puisque on voit comment est forgé l'ordre du jour, discuté, annoncé à l'avance, amendé, comment la collectivité donne mandat au bureau pour renégocier avec le roi sur tel point. Donc ça, c'est un des dossiers où je peux voir mieux le passage élection, vérification des mandats, confirmation des élus présents, et ensuite travail de la décision collective. Là, on voit mieux les deux technologies séparées, mais je n'ai pas tellement de terrain d'enquête où les archives sont suffisantes, ou alors des brides. Ce serait très intéressant de développer, parce qu'on peut dire que d'un côté, il y a eu l'histoire des techniques électorales, et de l'autre côté, une histoire de l'introduction de l'opinion et des rapports entre opinion et représentation. Mais ce sont deux types de littérature qui ne se situent pas au même niveau, parce que dans un cas, il y a une littérature qui est tout de même fondée sur de la documentation, de l'autre côté, il y a une analyse fonctionnelle du rôle de l'opinion à partir des travaux pionniers d'Habermas, mais qui était très présent déjà au XVIIIe siècle, quand on montrait que, au fond, le gouvernement représentatif était autant un gouvernement d'opinion qu'un gouvernement de représentation fonctionnelle et de mandat. Mais effectivement, pour rétablir l'équilibre, il faudrait faire une histoire de la délibération. Aujourd'hui, on insiste beaucoup sur le fait que la démocratie doit être considérée dans sa dimension délibérative, et de plus en plus essentiellement. C'est ce qu'il y a derrière la distinction entre élection et décision. C'est que donc la part de la délibération est de plus en plus grande, mais que nous connaissons assez peu ce qu'ont été les expériences de délibération et les techniques de la bonne délibération. Est-ce que la bonne délibération, justement, elle présuppose qu'il y ait d'abord l'affirmation de deux points de vue tranchés qui s'opposent? Est-ce que la bonne délibération, elle commence par déterminer des indéterminations et de savoir comment les lever? On voit bien que toutes ces questions sont sous-jacentes dans ces quelques exemples que vous venez d'esquisser, et c'est vrai que ce serait très intéressant d'en savoir plus. Merci, en espérant que les sources n'occultent pas trop la délibération pour livrer tout de suite le résultat. C'est un peu ça le problème de la source d'Ancien Régime, justement pour renforcer ce rôle fonctionnel du vote ou de l'élection. On a tendance à taire le travail souterrain pour garder le résultat et insister sur un résultat aussi unanime que possible. Mais c'est vrai que les techniques de délibération changent avec les progrès de la décision majoritaire, qui ont tendance à accuser les arêtes un peu plus que dans un discours où la décision devra être à la fin unanime. Vous reviendrez nous parler de ça bientôt, de cet angle-là. Merci beaucoup, c'est passionnant. Merci.